Bonsoir à toutes et à tous. Une très cordiale bienvenue dans ce cube de la Haute École d'Art et de Design, et en particulier à toutes celles et ceux qui sont des amis, des partenaires ou simplement des curieux de notre école et de son travail. Puis, évidemment, nous sommes aussi très heureux de la présence de nos collègues, pour certaines et certains, et de nos étudiantes et étudiants. Pour commencer, un immense merci à Pierre Jovanovic pour avoir accepté cette invitation avec beaucoup de simplicité et de gentillesse. On est extrêmement heureux de vous accueillir et de vous rencontrer pour tout un ensemble de raisons. J'en dirai peut-être une ou deux, mais je ne saurais pas les dire toutes en une seule fois. Très grand merci à notre ami, plus qu'un ami maintenant, Jean-Pierre Blanc, qui a été aussi celui qui a rendu cette rencontre possible, puisqu'il y a déjà une histoire de travail et de projet mené entre Jean-Pierre et vous, Pierre, notamment dans le cadre de Design Parade et des nombreux projets que Jean-Pierre organise avec infiniment de talent. On le disait en déjeunant tout à l'heure, les oreilles de Jean-Pierre ont un peu sifflé pendant notre déjeuner, où on a pu dire entre nous tout le mal que nous pensions de ta personne et des quelques petites choses que tu organises entre hier et Toulon. Merci Jean-Pierre. Voilà. Pour ceux qui ne font pas partie de ces propos peut-être un peu happy few, quand même l'occasion de vous dire que Jean-Pierre Blanc, on a le plaisir de l'avoir parmi nous, et c'est quelqu'un qui, à lui seul, a changé une bonne partie de ce qui se passe en termes de vie culturelle dans la région Côte d'Azur, et qui notamment a donné une visibilité absolument incroyable à partir de la Villa Noailles à hier, à la mode tout d'abord, à la photographie, au design et maintenant à l'architecture d'intérieur. Merci Yuri Kravchenko, qui est là aussi une personne de talent, bien évidemment, mais je ne vais pas faire le panégyrique de chacune ou chacun. Yuri est professeur ici, et c'est quelqu'un qui, tout simplement, a pris une place tout à fait essentielle au sein de notre département d'architecture d'intérieur. Voilà, ces trois personnes, ces trois messieurs vont converser dans 2 minutes, puisque vous savez que c'est le principe de ces rencontres, non pas des conférences formelles et formatées, mais des discussions beaucoup plus libres, et dont en réalité il sort souvent des choses plus intéressantes et plus inattendues que dans des formes prescrites. Et puis c'est une manière aussi bien de promouvoir l'art de la conversation et de la rencontre amicale, conviviale, que nous pensons être une des modalités essentielles de fonctionnement de cette école. Je vais dire très peu de choses sur Pierre Jovanovic, parce que ça va être l'objet sans doute des propos que vont introduire Yuri et Jean-Pierre. Mais je ne vais pas vous donner sa date. C'est un tout jeune monsieur qui est né à Nice, voilà, au mois d'août, j'en dirai pas plus. Nous partageons cela. En 2001, Pierre Jovanovic a fondé l'agence qui porte son nom, agence d'architecture d'intérieur, et engagé dans de très nombreux projets résidentiels, institutionnels, commerciaux. Tout cela, nous le préciserons, mais peut-être surtout dire en une seule phrase, et encore une fois, tout ça sera détaillé, mais que Pierre Jovanovic est aujourd'hui véritablement un des emblèmes les plus importants d'une vision contemporaine d'un luxe sans ostentation, et l'emblème aussi d'une forme d'élégance très particulière qu'il porte en tout cas d'une manière très particulière. En 2016, la maison Pierre Jovanovic s'installe rue Bourgard dans un hôtel particulier.
entièrement remodelée, entièrement restaurée, où là aussi vont cohabiter architecture d'intérieur, design, décoration et art contemporain. Je crois que l'un des aspects qui vous caractérise aussi, c'est ce spectre extrêmement large d'intérêt et de dialogue avec toutes sortes de personnalités qui sont vos contemporains et issus de l'architecture comme de l'art contemporain et d'autres champs encore. En 2010, il est le seul Français à figurer dans AD 100, le classement des meilleurs architectes d'intérieur et décorateurs du monde, donc classement édité par Architectural Digest. Voilà, sur les travaux, je laisserai là aussi nos collègues et amis en parler. Peut-être pour revenir à Design Parade, à hier et Toulon, eh bien, en 2018, après India Madhavi et Vincent Darré, Pierre Jovanovic préside le jury du 3e Festival international d'architecture d'intérieur, organisé à Toulon par Design Parade hier. Donc il a présidé à une sélection de jeunes designers, parmi lesquels figure notre... comment on peut dire ça? Votre prénom m'échappe à l'instant, c'est idiot. Valentin, voilà, j'ai dit Vincent, c'est pas Vincent. Ça y est, tout à l'heure. Valentin Dubois. Tout à l'heure, il s'en souvenait, oui. Comment? Tout à l'heure, tu vous t'en en souvenais. souveniez. Oui. Non, ça arrive qu'on ait des petits trous comme ça. Valentin Dubois, donc, qui a fait partie de cette sélection des 10 et qui fait un très beau parcours depuis, y compris dans la continuation de sa présence à Hyères et à Toulon. Et donc, à ce moment-là, en 2018, dans un ancien évêché, Pierre Jovanovic présente une création propre sous le titre « L'érotomanie de Mademoiselle Oops », pièce en un acte, mais sans personnage, dans une scénographie un peu extravagante, un brin extravagante, qui mêlait de l'art extrêmement pointu, du design bizarre et des situations étranges. Et peut-être reparlerez-vous de ce très beau moment qui a été organisé par vous, Jean-Pierre et Pierre. Je finis avec une petite citation qui vous est attribuée, Pierre, et qui peut-être pourrait être comme ça une sorte d'incipit à cette soirée. Architecte d'intérieur, donc je vous cite, est un métier avec lequel on doit s'amuser. Tout cela, dans le fond, n'est pas très sérieux. Il faut quand même avoir à l'esprit que ce n'est pas avec ce métier que nous allons sauver l'humanité. Voilà. Et je trouve que c'était peut-être une entrée en matière intéressante quand on sait évidemment l'exigence, le souci du détail, la minutie, l'extrême délicatesse avec lesquelles vous élaborez ces projets, eh bien, combien vous appelez à garder une forme de modestie, à garder le sens du plaisir, à jouer, mais jouer comme, on le disait, je crois aussi pendant notre repas, comme le font les enfants, c'est-à-dire jouer en y croyant absolument et au fond avec beaucoup de sérieux. Et cette manière de jouer très sérieusement, c'est aussi un des mots d'ordre que nous aimerions promouvoir au sein de notre école. Voilà, merci encore à vous. Merci Jean-Pierre. Et très beau dialogue. Merci Jean-Pierre. Alors effectivement, on est ravis de te recevoir, Pierre. J'aimerais commencer juste avec un petit film que tu as réalisé autour de l'exposition, autour de Mademoiselle Oops, qui était le sujet de l'exposition de Toulon, qui a été effectivement réalisée avec toi, Jean-Pierre. Donc on peut peut-être lancer la vidéo qui est préparée. L'appartement a été le témoin d'un drame dont le principal personnage fut Mademoiselle Oops. Malgré l'élégance mesurée et le confort feutré des lieux, Mademoiselle Oops a préféré partir. Le décor a lui exigé de rester en place. Prologue, la salle à manger.
Les muses des bras au bord de la crampe, les machinistes laissent échapper d'une voix essoufflée, le rideau refuse de se lever. Il s'est pourtant prêté à l'exercice plus d'une fois. La couleur sang de bœuf au lieu du rouge cramoisi des premiers soirs en dit long sur son âge. L'évêque, qui seul aurait pu lui faire entendre raison, a quitté la pièce sans prendre la peine de replacer sa chaise ni d'attendre son invité, l'irrésistible mademoiselle Hoops, qui l'a, par goût du cérémonial et désir de peu parler, placé à l'autre bout de la table. Lassée d'attendre, mademoiselle Hoops finit par se lever, anticipant sur les hésitations qui ne manqueront pas de la tourmenter. Le rideau ceinturant la salle à manger guide mademoiselle Hoops vers la cuisine. Scène 1, la cuisine. Les nuances de jaune qui assaillent mademoiselle Hoops de toutes parts réveillent quelque chose en elle. Ce n'est pas un champ de Van Gogh avant la moisson, ni des cajots de citron ou de pamplemousse. Ça la taraude comme un mauvais souvenir, celui d'une trahison. Voilà que lui vient irrésistiblement l'envie de trahir, mais elle n'a personne à trahir, simplement parce qu'elle n'a personne à aimer. Il lui faut donc d'abord aimer, voilà qui est dit. Plus rien ne la retient dans la cuisine qu'elle quitte en toute hâte. Scène 2, le petit salon. À peine entrée dans le petit salon, mademoiselle Hoops est arrêtée par une tête négligemment posée sur une table basse. Elle s'en approche jusqu'à voir la flaque de sang coagulée. La tête a bien été tranchée, pense-t-elle. Avant de la saisir entre ses deux mains, embrasser c'est aimer, n'est-ce pas? Et dans un élan avide, mademoiselle Hoops colle ses lèvres tièdes sur les autres, déjà froides. Levant la tête, la sienne, elle tombe œil contre œil devant une paire d'yeux qui la regardent fixement. Plutôt que de soutenir ce qui lui paraît un lourd reproche, elle se redresse et tourne le dos. Scène 3, la chambre. La nouvelle pièce ne déplaît pas à mademoiselle Hoops. S'en dégage une atmosphère teintée de nostalgie. Ça doit être la chambre de l'évêque, se dit-elle, à moins que ce ne soit la sienne. En guise de tête de lit, une broderie lui rappelle l'œil d'Abel, qui au-delà de la tombe poursuit implacablement Caïn. En face, un miroir recouvert de peinture rouge évoque non pas le sang, mais l'ambition de l'évêque. Ne désire-t-il pas avant tout troquer sa robe violette contre celle rouge des cardinaux? Toujours seule, mademoiselle Hoops se demande, l'amour vient-il en dormant? Elle prend le verre d'eau posé sur la table de nuit et avale les comprimés laissés à côté. Mademoiselle Hoops dort puis se réveille. Assise sur le bord du lit, elle se sent reposée, mais vide de tout rêve. Il lui est donc impossible de savoir si elle a aimé, à se demander si elle en est capable. Inquiète, mademoiselle Hoops compte les porte-manteaux fixés dans le mur, se déshabille et se dirige vers celui dont les vêtements lui plaisent le plus. Elle s'en empare et file vers la bibliothèque. Scène 4, la bibliothèque. Son inquiétude disparaît, chassée par l'espérance qui s'échappe en brume légère des murs verts. Le bureau et l'espace autour sont jonchés de livres, rageusement arrachés aux étagères de la bibliothèque. Mademoiselle Hoops a entrepris de les ranger quand elle découvre un visage semblable au sien. Ses yeux se troublent de larmes, et si le seul être à aimer dans cet appartement gisait là sans vie. Elle porte les mains à son visage qu'elle pétrit violemment, les larmes se mêlant au rouge des lèvres. Scène 5, la salle de bain. Mademoiselle Hoops se glisse dans le bassin de pierre. L'eau n'est ni tiède ni brûlante. Est-ce elle qui fait couler ce bain? Elle ne s'en souvient pas. Qui l'a donc préparé? Elle s'allonge de tout son long dans cette baignoire en forme d'abreuvoir. Elle aurait préféré un bateau qui l'aurait emmenée à l'assaut d'un de ces fleuves mythologiques passant par les enfers. Elle y aurait vécu l'amour et la trahison. Le manque d'air met fin à l'aventure. Elle saute hors du navire et, une fois séchée, se couvre de l'imperméable noir trouvé dans la chambre. Mademoiselle Hoops regarde la fenêtre de la salle de bain et ne voit rien, ni image ni reflet. Partie du ventre, l'inquiétude revient à la charge, essayant d'atteindre la gorge, sans succès. Les larmes sont refoulées. Elle sort de la pièce sans avoir cédé à la tentation de se regarder dans le miroir qui oscille toujours au gré des flots. Dénouement. Le sas. Comme chaque fois qu'elle reste trop longtemps dans un bain chaud, mademoiselle Hoops est ramollie et nauséeuse. La perception altérée du temps et de l'espace qui en résulte est compensée par une intelligence plus vive. Mademoiselle Hoops regarde alors la peinture accrochée au mur. Elle comprend que les deux femmes qui y sont représentées et elles-mêmes ne font qu'une. Il n'y a donc personne, sinon que soi à embrasser. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer cette conversation. C'est un film que tu as réalisé, bien sûr, après avoir fait la scénographie, n'est-ce pas? Quelle était la genèse de ce projet? En fait, Jean-Pierre m'avait gentiment invité à présider en fait, le jury de Design Parade de l'année dernière, dans un lieu nouveau, qui était l'évêché, donc un immense espace. Et je me suis dit, là, c'est quand même vraiment une grande difficulté pour moi, parce que Toulon, c'est une ville que je ne connaissais pas. Donc je ne savais pas qui allait être les spectateurs, qui allait venir voir cette exposition. Et comme toujours dans mon travail, en fait, c'est toujours trois personnes. En fait, il y a le lieu, trois personnes, enfin 2 personnes et un lieu.
Il y a donc le client et moi. En fait, le client vient me voir pour me parler d'un projet, et le lieu. Et là, c'est exactement pareil. En fait, il y a eu le lieu, moi, Jean-Pierre, qui était un peu comme le client, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cet immense espace, cet évêché où il y avait cette succession de salles que j'ai réaménagées, pour intéresser en fait le public. Une fois de plus, je ne pouvais pas appréhender. C'est à la fois des jeunes archis, des jeunes archis d'intérieur, des gens de Toulon qui sont des badauds. Donc je me dis, il faut créer une narration, une construction avec le décor qui, je pense, c'est en fait faciliter la compréhension du visiteur en fait. Et puis moi-même, je me suis amusé à créer cette scénographie, comme je le fais dans les projets, en fait. Les clients viennent me voir et ils me disent, voilà, j'ai cette maison, j'essaie de les écouter, je comprends comment ils vivent, qui ils sont. J'ai des clients qui sont extrêmement fêtards, qui sortent, qui reçoivent énormément, d'autres qui sont beaucoup plus privés, d'autres des grands collectionneurs qui aiment bien montrer des collections. Donc c'est toujours ce dialogue-là que j'aime bien comprendre pour pouvoir créer, en fait, un décor. En fait, c'est toujours une histoire. C'est une histoire que j'ai envie de raconter avec un projet. Et puis, en effet, ce que disait Jean-Pierre Greff, c'est que j'ai envie aussi de m'amuser. Alors, à la fois, le métier d'architecte d'intérieur, c'est pas sérieux parce qu'en effet, il faut être léger. À la fois, c'est sérieux parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de délai aussi qu'il faut toujours respecter. Et puis, il y a des attentes qui sont très lourdes de nos clients. En fait, ils sont toujours dans l'attente. Et je remarque aussi que plus le client nous fait confiance, en fait, plus on a envie de se démener pour l'emmener vers quelque chose qu'il n'attend pas. Et j'ai expliqué à Yuri tout à l'heure, parce que tu me montrais la réalité virtuelle que j'ai aussi dans mes bureaux. Et c'est vrai que je vois ça surtout sur nos clients américains, parce que j'ai un petit bureau à New York. Et ils laissent moins la part au rêve, en fait, parce que c'est vrai qu'ils ont toujours besoin de voir des rendus, des renderings et tout ça. Et moi, j'aime bien le côté aussi un peu magie, du simple dessin, de présenter aux clients, de laisser part à l'imaginaire aussi. Voilà. Et cette expo, grâce à Jean-Pierre, moi, je me suis vraiment amusé. Vraiment, c'était pour moi un rêve d'accomplir une scéno. Alors, maintenant, j'ai vraiment envie de continuer dans cette idée-là, même si chaque projet est une scénographie, parce que comme je disais, c'est une histoire que je veux raconter. Mais là, plus précisément, cette histoire de cette femme qui habite cet appartement, qui a fui l'appartement. En fait, elle est liée à une ligne de meubles, mais ça peut-être on reviendra après. Oui, on montre juste derrière. D'où le nom, en fait. Oui, moi je veux bien rajouter un petit quelque chose. C'est toujours très impressionnant de revenir sur des moments magiques que l'on a vécus. Et moi, ce qui me plaît dans le métier que je fais, que j'ai la chance de faire, c'est justement cet aspect magique. Alors, si je dis ça, c'est que quand j'ai proposé à Pierre d'être président du jury l'année dernière, donc quand on est président du jury dans un des festivals que j'organise, on est toujours lié à l'acceptation de réaliser une exposition. Donc Pierre avait dit oui pour la présidence du jury et oui pour l'exposition. Et donc je l'invite au mois de décembre, avant le festival, à venir visiter ce lieu. Il pleuvait, ça n'avait pas été habité depuis 15 ans, c'était en ruine, c'était d'une saleté absolument inouïe. Il a passé 15 minutes dans le lieu. En 15 minutes, il a fait le projet. Et je n'ai jamais rien vu quasiment. C'est pas aussi génial que ça. Non. Si. Il y a beaucoup de travail quand même. Oui, non mais bien sûr. Et en fait, en 15 minutes, il a fait le projet dans sa tête. Et ensuite, il y a eu ce travail magique à l'agence à Paris. Et moi, je me dis que si de te laisser faire de cette manière-là, puisque c'était le cas et le deal, ça donne des résultats aussi magiques que ce que les 2000 personnes par jour, puisque c'est un record absolu, même jamais la Villa de Noailles n'a eu une fréquentation pareille depuis 30 ans que le festival de mode existe. Si cette liberté engendre ce type de beauté et ce type de partage, alors moi je ferai tout le temps comme ça, et que ce moment soit aussi celui des remerciements, parce que ce métier, il y a le plaisir, mais il y a le plaisir du partage avec le public. Tu disais que tu ne savais pas à qui ça allait s'adresser, c'était juste parce que ce festival est bébé, il n'a que 3 ans, mais en tous les cas, tu as fait en sorte, grâce à ton travail et à cette exposition sur Mademoiselle Oops, que ce festival grandisse
peut-être de 10 ans d'un coup. Et pour terminer sur cette première introduction, ce que je voulais dire, c'est que donc moi j'ai cette immense chance de travailler dans ce lieu qui s'appelle la Villa de Noailles. La Villa de Noailles, ça a été fondé par 2 personnages de romans qui ont vraiment existé, que sont Charles et Marie-Laure de Noailles, et Mademoiselle Oups portait en elle une part, dans mon esprit, de Marie-Laure de Noailles et du surréalisme qu'elle aimait tant et de ces histoires fantasmées qu'elle aurait pu écrire. Merci. Moi, quand j'ai commencé un petit peu à regarder ton travail de plus près, d'abord j'ai compris que tu n'étais de loin pas qu'un architecte d'intérieur, mais aussi un collectionneur, un amoureux de l'art. Ce qui, du coup, m'a beaucoup frappé, ou qui m'a beaucoup questionné, c'était de savoir, au fond, quelle était l'origine de tes projets. À savoir que, surtout dans le cas de Mademoiselle Oups, on se pose vraiment la question si c'est l'œuvre d'art qui a été ton point de départ, si ça a été le texte, ou si ça a été le contexte, Toulon, enfin l'espace de l'évêché. Comment, au fond, quel est le premier fil que tu tires ? Tout d'abord, il y avait vraiment le contexte. Jean-Pierre m'invite dans ce lieu, comme Jean-Pierre l'a dit, assez désaffecté depuis longtemps. Il y avait des pigeons dedans. Donc le lieu, pour moi, est vraiment important. Il y avait aussi le thème, puisqu'en fait, moi, j'investissais cet espace. Et à côté de moi, il y avait donc des jeunes architectes talentueux qui avaient aussi des scénographies... ils devaient répondre en fait, puisqu'ils avaient été sélectionnés en fonction de leur projet, et ils devaient donc exécuter le projet sur lequel ils avaient été élus, en fait, entre guillemets. Donc il y a ce lieu-là, donc le lieu c'est extrêmement important. Et ensuite la scénographie, en fait, elle s'est faite un peu à l'envers, ce qui est généralement le contraire dans mes projets d'architecture pure d'intérieur avec des clients. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à glaner des pièces à droite et à gauche dans des galeries que j'aime bien, des pièces que j'aime bien. Donc je ne savais pas encore ce que j'allais pouvoir obtenir. Donc j'ai eu un bureau trouvé, j'ai eu une magnifique céramique de Guinette Carbonel, des pièces comme ça, que j'ai plein d'art contemporain, de Kristalova, Claire Tabouret pour finir. Dans la dernière pièce, il y avait Camille Enrault. C'est des artistes que j'aime énormément, mais je ne savais pas en fait si j'allais pouvoir les emprunter pendant toute la durée du festival. C'est une période assez longue. Donc après avoir eu toutes ces oui très bienveillants de toutes les galeries, donc j'ai monté en fait toute la scénographie à l'envers. Donc j'ai eu un bureau, j'ai eu ce tableau de Claire Tabouret sur lequel est le dénouement de Mademoiselle Oups, où là j'ai inventé en fait l'histoire de cette femme où elle se regarde, ou comme si c'était un miroir. Mais en fait, évidemment, le tableau de Claire Tabouret ne veut pas du tout dire que cette femme sont une femme. Bon, moi, j'ai inventé ça parce que ça allait bien avec la trame de l'histoire. Et comme je suis assez féru de musique, donc il y a une œuvre que j'aime énormément, donc La voix humaine de Cocteau, où le texte de Cocteau m'avait énormément inspiré. Du reste, j'ai écrit un passage le plus dramatique, en fait, passage où la femme menace de suicider avec des pilules. Donc je trouvais ça même tellement drôle. En fait, cette histoire, elle est drôle à la fin. Là, ça a l'air un peu dramatique parce que la musique est un peu noire, mais c'est une femme. Et j'aime bien aussi le titre, l'érotomanie. Les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. On peut croire que c'est une nymphomane, on peut croire plein de choses. Donc ça ouvre le champ à plein encore de mystères, et c'est ce qui me plaît. On ne sait pas, en fait, l'érotomanie. En fait, l'érotomanie, ça veut dire qu'elle est persuadée que les gens la désirent et que... En fait, elle est seule et personne la désire. Donc, il y a ce côté un peu, voilà, de créer l'envie, de créer le désir en permanence, de ne pas mettre des points sur les i systématiquement. Je laisse toujours la part à l'imaginaire, en fait, que les gens qui viennent voir l'exposition, ils ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question, mais... Moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à la genèse du projet et quel fil Pierre a tiré au tout début, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est, tout le monde le dit, mais c'est ton rapport à l'art contemporain, à l'art tout court. Et je pense que c'était fondamental dans cette exposition-là, même si ça allait dans ton travail tout le temps. Et ce qui est intéressant, je trouve, à regarder et à noter, c'est
le lien avec certains des artistes. Donc tu parlais de Claire Tabouret. Au départ, quand j'ai pensé à ce moment ici que l'on est en train de vivre, j'avais entendu votre discussion au Silencio avec Claire à Paris il y a quelques mois, et j'avais trouvé votre complicité absolument dingue et tellement intéressante et tellement sympathique. Et donc c'est ça qui est notable aussi. Tu disais tout à l'heure, et c'est Jean-Pierre qui le rappelait, que tout cela n'était pas sérieux, mais le fait d'être si proche des artistes, ça donne aussi une dimension totalement différente au travail et à la sensibilité. Et ça se sentait beaucoup, en particulier dans cette exposition à Toulon, cet amour des artistes, ce plaisir des artistes et ce soutien aux artistes, forcément. C'est ça qui est beau et magnifique aussi. On reviendra sûrement sur tout ce que tu fais avec Claire, mais ça, c'est bluffant pour le directeur de Centre d'Art que je suis, parce que ça montre une manière différente d'accompagner, de soutenir et d'aimer les artistes. Oui, c'est vrai que tu capitalises sur le savoir-faire et le savoir-être d'artistes et aussi d'artisans, et on va le voir aussi dans le travail futur. Là, c'est effectivement donc un tableau de Claire Tabouret. Qui du coup est arrivé après coup. Qui est arrivé après coup, ouais. Parce qu'en fait j'avais donc Claire, que je connais très bien, je lui ai demandé de me prêter un tableau. Aujourd'hui c'est vraiment une star dans l'art contemporain, elle est française mais elle travaille à Los Angeles. On ne peut pas acheter de pièces d'elle aujourd'hui, c'est des listes d'attente. Donc je voulais vraiment finir par contre avec une pièce de Claire. J'admire vraiment son travail de retour à la peinture classique, même si elle utilise des couleurs très singulières. Et donc je disais à Claire, j'aimerais que tu me prêtes un tableau. Et elle m'a dit, je ne sais pas lequel je vais pouvoir te prêter, mais je vais trouver. Alors Claire, elle avait commencé par un groupe d'enfants. Elle a commencé son travail par un groupe d'enfants. Je me dis, pourquoi pas un groupe d'enfants, ça revient à ses racines. Puis finalement, j'ai eu ces deux femmes qui s'enlacent comme ça. Donc j'étais ravi. Mais moi, en fait, pour préciser en fait ce que tu disais, Jean-Pierre, c'est que j'ai un cursus en fait qui est complètement différent de vous. En fait, je viens de la mode, j'ai travaillé avec Pierre Cardin, donc je ne suis pas un théoricien, donc je ne sais même pas bien expliquer mon travail. En fait, mon travail, c'est essentiellement de l'intuition. Je travaille avec l'intuition des vibes qu'un client peut me donner, des vibes qu'un lieu peut me transmettre. Et ça, tout de suite, effectivement, c'est peut-être le seul grand talent que j'ai, c'est cette intuition qui est très forte. Dès que je rentre dans un endroit, je sens le volume. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une agence où on est plus de 40. On est 40 à Paris et puis 5 à New York. Et comme je ne suis pas justement architecte, j'avais besoin d'être entouré d'architectes, en fait. Donc la plupart de mes collaborateurs sont architectes et justement m'aident à avoir une structure de mon esprit. Parce que moi, je me sens plus comme Claire Tabouret, plus artiste que architecte, en fait. Voilà. Donc c'est une espèce de liberté que j'ai peut-être acquéri avec Pierre Cardin, parce que Pierre Cardin, j'ai quand même bossé avec lui pendant 8 ans, vraiment à ses côtés, puisque moi je m'occupais de toute la ligne homme pendant un moment. Et Pierre Cardin, c'est un grand monsieur de la mode, totalement libre. C'est un des rares propriétaires de sa marque. Il faisait ce qu'il voulait, en fait. Donc, c'est aussi un architecte du vêtement. Donc, il vous apprend la forme, la géométrie, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec lui. Donc, en fait, le travail d'architecture de la lumière, du volume et des formes, c'est vraiment l'origine. C'est vrai que c'est Pierre Cardin, en effet. Ouais. J'assume totalement, en fait, ce cursus qui est particulier, qui me rend aujourd'hui peut-être un peu différent. Ouais. Oui. Et en l'occurrence, on le voit notamment dans cette série de meubles, cette série de meubles qui est antérieure au projet de Mademoiselle Oops, mais qui s'appelait déjà... Alors ça, en effet, c'est l'année d'avant. C'est une galerie américaine, c'est encore un hasard total, une galerie américaine qui vend du vintage.
et qui défend aussi une scène contemporaine plutôt avec des designers américains qui s'appelle Art & Company, qui est une galerie que j'adore. Ils ont une espèce de drôlerie dans le choix de leurs artistes qui est vraiment sympathique. Donc c'est 2 fondateurs qui sont américains et ils défendent aussi du vintage brésilien, américain et un peu scandinave. Donc, scandinave, c'est vraiment un courant que j'aime énormément. Et puis un jour, donc Evan, propriétaire de la galerie, me dit: je pense que je vois, tu fais dans des projets des meubles, tu dessines des meubles et tout, tu devrais scénographier une exposition chez nous. Et donc je lui ai dit bah ok, très bien. Et puis donc j'ai trouvé ça surprenant qu'il me propose ça et j'ai fait oups. Donc c'est le nom en fait. Donc je me dis l'expo elle va s'appeler oups. Donc vraiment c'est le hasard, c'est encore le fait de hasard. Et donc j'ai fait cette première expo donc il y a 1 an et demi où j'avais créé une 20aine de pièces pour l'expo. Et cette expo, ça a très bien marché. Et donc j'en refais une en novembre de cette année à New York. Ça, c'est encore. Oui. Ça, c'est très récent. En fait, cette galerie-là m'avait demandé. Ils font une exposition qui va commencer là très prochainement sur la table. La table, comment recevoir. Et donc, il y a des pièces majeures de design du XXe siècle, brésiliennes, scandinaves, américaines et contemporaines. Et ils m'ont dit, bah, fais-nous des chaises et une table. Je me dis, je vais faire un truc drôle, parce que là, je vais être au milieu de Tenreiro, enfin des gens, des stars du design du XXe siècle. Donc j'avais repris en fait les chaises que j'avais fait pour la scénographie de Mademoiselle Hoops en les modifiant. Donc les femmes, donc il y a 5 hommes, 5 femmes. Les femmes ont des bottes. Et puis je me dis, je vais pousser le truc encore à faire quelque chose de plus drôle. Donc il y a 5 acteurs de cinéma. Donc c'est des icônes françaises du cinéma. Donc il y a Gérard Depardieu. Ça c'est Catherine Deneuve. Il y a quelques jeunes aussi. Je me dis voilà, je vais faire un truc assez amusant. C'est encore. Bah, c'est toujours pour un peu surprendre, ça m'amuse et puis voilà, c'est ce que j'aime faire en fait, c'est m'amuser tout le temps. Oui, il y a un rapport presque anthropomorphique qui est évident dans l'image d'avant. On a affaire à, d'ailleurs beaucoup l'appellent les petits oursons. Ça c'est papa ours et maman ours, enfin, c'est un bébé, ouais. Voilà, il y a 3 tailles en fait, et c'est toujours la forme. C'est vrai que je suis obsédé par la forme. La géométrie, la symétrie et l'asymétrie, notamment par l'art aussi, parce que j'aime beaucoup des artistes qui ont fait des formes très, très pures, Swartz Kelly, Amy Knobel. Ça, c'est vraiment des artistes, je crois, qui ont nourri mon travail, et par la coloration, par la matérialité, peut-être pas, parce que c'est plutôt du métal et que c'est assez simple, mais la forme, pour moi, est quelque chose qui rend l'objet et le propos toujours assez sensuel et sympathique aussi, parce que en fait, ça, c'est des trucs assez drôles, mais ça va. Aujourd'hui, on les a placés, je les ai placés chez des grandes collections, en fait, de gens qui ont des énormes collections. Donc, je suis rempli de fierté parce que ça va chez des grands collectionneurs qui ont des immenses tableaux, parce que justement, ils veulent casser le côté sérieux de leur univers où ils présentent une collection d'art avec des choses un peu plus drôles. Mais sans être surréaliste. En fait, moi, je ne suis pas du tout un architecte d'intérieur surréaliste, je suis plutôt assez généralement minimal. C'est pas une surenchère ni d'ornement ni de matérialité. Alors la couleur, j'en viens un peu plus, notamment avec aujourd'hui Jean-Pierre Balpandé de faire le décor de la boutique de la Villa Noailles. Comme ça, on va en parler peut-être après. Voilà. Donc, Alors, une grande part de ta vie, des moments où tu te reposes aussi, où tu reçois, en général, c'est au château de Fabrègues. C'est vraiment une grande histoire d'amour que tu as avec le Haut-Var, d'où tu viens, et notamment avec ce château qui est effectivement, on a eu la chance de pouvoir s'y rendre, et effectivement c'est un véritable conte de fées quand on arrive. Dès l'entrée, on comprend qu'on va arriver dans quelque chose de magique, de drôle aussi. Il y a une part de sourire qui s'empare tout de suite dès le jardin, et puis ça continue sur le parcours. Alors c'est intéressant, on a pu visiter les lieux. Ça serait bien de faire une petite visite guidée, et je trouve intéressant de commencer effectivement par les extérieurs, parce que une passion qui est au fond assez peu connue, c'est les jardins.
le jardin, c'est vraiment. En fait, c'est une histoire encore de dinguerie, parce que comme je disais, l'architecte d'intérieur ne doit pas être très sérieux, mais là, c'est vraiment une folie. C'est ce lieu, pour être très court, c'est venu d'un tourisme immobilier, comme j'ai une passion pour les maisons, pas forcément anciennes d'ailleurs. Et un jour, je suis tombé sur cette propriété à vendre. Dans un magazine immobilière, donc c'est des propriétés de France, un magazine qui appartient au Figaro, et il y a des photos de propriétés. Donc cette maison, elle a appartenu à la même famille depuis le 10e. Ça, c'est une partie de la propriété où le château a été construit au 17e. J'aime pas le mot château parce qu'en fait c'est très simple, ça a l'air comme ça sophistiqué, mais c'est un plan carré avec 4 tours. C'est une ferme, enfin c'était une ferme quand je l'ai racheté, c'était une ferme dans un mauvais état, mais c'était vraiment une exploitation agricole. Et je l'ai visité donc il y a 10 ans. Et c'est un peu comme un conte de fées, comme tu disais, Yuri, tu traverses un chemin pendant 2 km et tu tombes, c'est vraiment une maison qui est enfouie dans la forêt, et tu tombes sur ce lieu, c'est une clairière, qui est totalement enchanté. Et je me dis, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et donc je n'ai pas réfléchi aux conséquences de cet acte de folie d'achat, mais qui a transformé ma vie à la fois, parce que ça m'a forcé à travailler encore plus pour pouvoir entretenir et faire des travaux dans cette maison, la restaurer, et à la fois m'a amené aussi énormément de projets, parce que je reçois des clients, ça m'a amené des gens qui ont pu voir aussi le souffle que je pouvais avoir en m'occupant des jardins, en m'occupant de l'intérieur, en réaménageant l'espace tout en gardant l'âme du lieu, mais en le rendant un peu plus contemporain quand même. C'était vraiment l'idée, c'était le lieu est venu à moi, et je voulais pas en faire un manifeste contemporain. Il fallait que je garde vraiment l'esprit de ce lieu. C'est une maison 17e, assez austère à l'intérieur. Donc effectivement, là, il y a de l'art. C'est la plupart de ma collection, entre guillemets, elle est là. Et puis, il y a ma passion pour les jardins. Et donc, un jardin, c'est très long. Et ça fait 10 ans que je m'acharne avec ce parc, en fait. Voilà. C'est un vrai terrain de jeu. Et d'ailleurs, je trouve que ce que tu disais tout à l'heure sur une forme d'intuition, sur en fait où tu navigues sans véritable règle, mais en travaillant avec des exceptions aussi, avec des coups de folie. Même le château en fait te correspond. On a discuté rien que de cette façade où effectivement les fenêtres centrales ne sont pas alignées, mais tout un coup déportées sur la droite, alors qu'il y a une forme de symétrie. Et puis surtout, j'étais absolument persuadé que les tuiles qui étaient posées dessus étaient de ton fait, de ton invention, et pas du tout, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, le château est 17e, les tuiles nous ont été mises au 19e. En fait, c'était une tradition de la région, parce qu'il y a des tuileries à côté qui sont à Salerne. C'est un village qui fait beaucoup de terre cuite et moustier. Et je pense qu'il y a dû avoir un représentant d'une des entreprises locales qui a dû voir la famille à un moment et lui a dit je vais vous vendre des tuiles vernissées, parce que c'est vraiment pas du tout... c'est assez unique dans la région. Et en fait, il a fait les 4 saisons aux points cardinaux. Donc la tour qui est au fond à droite, là, c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et je les ai en effet refaites parce que c'était dans un mauvais état, mais strictement à l'identique en fait. Et je trouve que ça donne un côté aussi conte de fées au lieu. Et Jean-Pierre, tu es allé aussi. Hein. Oui, j'ai eu cette chance. Une émission ensemble. Oui. On a tourné une émission pour France 3 l'an dernier au moment du Festival du Design. Et oui, du coup, ça fait un point d'attache supplémentaire dans l'amitié qui nous lie, parce que c'est le Var, c'est l'endroit d'où je viens aussi. C'est un très très bel endroit effectivement, et ce qui me plaît beaucoup aussi dans ce lieu et dans le travail de Pierre en général, c'est tout à l'heure on parlait du soutien aux artistes, mais il y a aussi ce soutien au savoir-faire et au savoir-faire ancien, mais aussi au savoir-faire de tous les jours. On pourrait dire dans ton métier, grâce à toi, on a eu le privilège et le plaisir de collaborer avec des entreprises exceptionnelles comme Jouffre ou pour les rideaux par exemple, ou Mériguet pour les peintures. Là, tu parles des savoir-faire liés à la terre cuite de Salerne. Voilà, c'est ce mélange-là aussi qui rend ce métier si particulier. Il y a les artistes, il y a les savoir-faire. En regardant les chaises de Mademoiselle Oops, je repensais aux broderies magiques de Lesage, ouais. De Lesage et intérieur que l'on avait réalisé ensemble pour l'exposition l'année dernière. Enfin, voilà, c'est aussi
savoir utiliser, réinterpréter et présenter cet ensemble de choses. On parle souvent de ce métier en disant qu'il s'est appelé aussi ensemblier. Et je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, parce que dans le métier d'architecte d'intérieur et de décorateur, il y a ce sens de l'ensemble, de mettre des choses ensemble, des artistes, du mobilier, d'en réaliser, des entreprises, des artisans. Et c'est ça qui fait la beauté, je trouve, pour le béotien que je suis, parce que moi non plus je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit, la beauté du métier que tu fais. Non, on n'est jamais seul, en effet. Donc, moi, j'ai des collaborateurs et d'ailleurs, je ne dis jamais employé, ou c'est vraiment une famille. Et c'est ça que j'essaie d'avoir dans cette maison que tu connais. Donc, c'est un immeuble, c'est un immeuble comme si c'était une maison. En fait, il y a une cuisine, une salle à manger, il y a des étages d'architectes, des étages d'architectes d'intérieur. Et à chaque fois que j'arrive, et d'ailleurs, ma vie est conditionnée aujourd'hui essentiellement par mon travail, donc ça c'est un peu le revers du succès. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une vie où je voyage beaucoup, où je travaille énormément, mais ça me plaît. En fait, je pense qu'on peut faire ça que si on est vraiment passionné. Et donc mes collaborateurs sont ma famille, et sont presque, ça déborde même ce que disait Yuri tout à l'heure avec l'amitié aussi, et ce qui est parfois un peu compliqué parce que on ne sait pas où mettre la limite, mais finalement aujourd'hui, avec la maturité, je me dis que je ne veux pas mettre de limite. J'ai des affinités avec certains, d'autres avec moins. Et finalement, c'est pour ça que ça me donne envie chaque jour de travailler et de faire quelque chose d'autre. Et en effet, aussi, il y a ces collaborateurs-là qui travaillent avec moi, et tous ces artisans, ces ébénistes. Alors là, il y a Armelle Benoît qui est céramiste, avec qui je travaille depuis 15 ans. J'ai fait des projets de fou avec elle. Donc, c'est une artiste peintre qui s'est reconvertie dans la céramique. Donc, on voit toujours son travail de peintre, parce qu'on voit toujours son trait. D'ailleurs, on voit un petit bout d'une peinture qu'elle a fait sur de la faïence. Et elle m'a fait des cheminées, elle m'a fait des murs, j'ai dessiné des tables qu'elle m'a réalisées, on a fait du mobilier même ensemble. C'est travailler ensemble, je trouve, qui m'intéresse, parce que travailler seul, ça m'intéresse pas en fait. J'ai besoin toujours de l'écoute, de dialogue avec l'autre en fait. Peut-être parce que justement je viens d'un cursus complètement différent, où j'aime être ouvert, écouter et progresser en fait, que je suis toujours dans le doute. Je suis jamais content. Alors c'est un peu le revers aussi, le problème, c'est que je suis toujours insatisfait. Mais à la fin, j'ai quand même ce rapport que j'ai avec à la fois mon équipe et à la fois avec les artisans qui me nourrit et qui me plaît énormément. Oui, c'est un véritable gang, hein, un petit peu. On sent typiquement... Autant Claire Tabouret qui est devenue une amie, autant Armelle Benoît qui l'est également. En fait, moi, ça m'a donné cette sensation que vous vous portez mutuellement. En fait, on se pousse l'un et l'autre ensemble, en fait, ouais. Presque. Hein. Typiquement, je voulais justement m'arrêter sur cette fontaine qui est une œuvre d'art, c'est sublime, au milieu du jardin, qui est taillée à la française en symétrie. Au milieu de ça, on a une très belle fontaine qui est ici. J'ai pu prendre quelques photos de la genèse de ce projet qui a été réalisé au moment même dont tu as réalisé les jardins. Alors on voit qu'en fait, au fond, on a affaire à une céramique en 3 dimensions, hein, qui est une véritable vague. En fait, alors, ce que j'aime bien faire, c'est ce que les gens me fassent aussi, c'est donner un espèce de brief. Donc, le client, il me donne un brief, je l'exécute, mais une certaine liberté aussi. Et j'ai appris avec le temps aussi que Armelle, c'est une artiste, et donc je lui ai dit je veux des vagues, mais je lui ai laissé l'entière liberté ensuite de me faire les vagues qu'elle voulait, parce que c'est comme ça que l'artiste peut s'exprimer. Et donc elle m'a fait ces vagues, je voulais sentir qu'il y avait vraiment que l'eau bouge. Et, elle m'a dit quelle couleur, j'ai dit bleu comme l'eau, voilà. Et donc elle a réalisé cette pièce dans un four qu'elle a, et je trouve que c'est une très belle... c'est assez beau. Et alors ça c'est une autre œuvre d'elle. Ouais. Ça, c'est venu complètement par hasard. En fait, c'est toujours une histoire. C'est que je me suis baladé avec des clients en Suisse, d'ailleurs, pour un projet que j'ai fait. On faisait un repérage d'architecture traditionnelle d'un projet que j'avais fait en Andermatt, près de Zurich, dans la montagne. Et j'avais vu un abreuvoir en fait en pierre.
Et puis je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un abreuvoir, mais un peu plus sophistiqué. Et donc, voilà. Et donc Armelle m'a fait cette espèce de grande amande, comme ça, qui est une fontaine en céramique, qui est franchement extrêmement difficile à faire, parce qu'il faut la taille du four pour faire ça, et le poids, c'est quand même assez... c'est en une pièce. Hein, donc c'est incroyable. Ouais. Voilà, on va rentrer dans la bâtisse. Sur l'image d'après, voilà, je voulais juste parler un tout petit peu de quelque chose enfin de personnes qui comptent beaucoup pour toi. C'est mes animaux. Tes animaux, tes trois. Ils sont 3, hein, c'est juste. Ouais. Ils sont 3, ouais. Aujourd'hui, j'en avais 4 et là, j'en ai 3. C'est des abruzzes, des chiens, et ils font partie de ma vie. Oui, j'ai pas que des chiens, des ânes. Ça, c'est encore une autre folie aussi, c'est d'avoir tous ces animaux à gérer, mais c'est le rapport que j'ai avec les animaux en général. J'ai des très bons rapports avec les humains aussi, mais les animaux font partie effectivement de ma vie. Ouais, c'est très important. Ouais, c'est-à-dire qu'après que j'ai vu ces 3 chiens, j'ai réfléchi à tes meubles de manière différente, puisqu'il y a très souvent ce blanc crème très texturé qu'on retrouve. Je pense pas qu'il y ait un rapport avec les poils des chiens, mais non, mais c'est vrai que tout d'un coup, ça en tout cas, les chiens sont une source d'apaisement pour moi, parce que Ouais. j'ai un rapport extrêmement fort avec ces chiens. C'est des chiens en fait, c'est des bergers, donc c'est des protecteurs. Normalement, ils sont faits pour protéger les troupeaux. Et ils sont là à me protéger en permanence. Ils sont adorables, mais c'est vrai qu'ils sont très protecteurs et je me sens protégé avec eux. Donc il y a un côté sécurisant quand je suis avec eux, en fait. Alors voilà, on rentre dans l'entrée avant du château. Il y a le bas-relief qui est exposé ici, qui est Alors le tableau là à droite. Le plafond qui est juste Alors au-dessus. le plafond, en fait, je voulais pas faire de reconstitution. La reconstitution, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. En revanche, je voulais garder l'esprit du lieu, mais j'ai quand même essayé de me dire qu'est-ce qui fait la beauté des maisons du coin 17e, 18e, dans le coin de Aix. Donc il y a cette technique de la gypserie, c'est du plâtre sculpté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de la gypserie, il n'y en avait pas dans la maison. Je me suis dit, ça peut être un côté un peu rigolo aussi. Il y avait les 4 saisons des tuiles vernissées dont on a parlé tout à l'heure. Et là, je me suis dit, je vais faire les signes astrologiques, en fait, et donc j'ai appelé un gypsier. C'est un métier très rare. Donc il sculpte. Il ne travaille jamais. C'est pas du moule. Donc il y avait un échafaudage. Il est resté 2 mois. Travailler à l'envers, mettre son plâtre, en fait, son gypse, il dessinait au crayon et après il taillait. Et ça donne une sensibilité au projet que j'adore vraiment beaucoup. Et quand on arrive là, voilà, on a l'impression que c'était là, mais on voit aussi que c'est une intervention que j'ai initiée. Parce que je ne veux pas que ça soit une reconstitution. Je ne l'ai pas patiné pour faire croire que le temps était passé. C'est une technique ancienne qui reste très classique. En fait, c'est pas un geste contemporain, mais je me suis dit il va être en phase avec la maison. Et puis là, il y a des œuvres contemporaines. Donc ça, c'est Imi Knobel, artiste et plasticien allemand que j'adore parce qu'il y a ce sens de la géométrie. Et puis il y a encore un autre céramiste, c'est Michel Guéry, qui est un céramiste français. Voilà, c'est un peu tout mon goût. Et puis il y a un banc, Swedish Grace, 1920, Suède. Voilà, c'est ce mélange, cet éclectisme peut-être aussi que tu disais, Jean-Pierre, d'ensemblier, de mélange un peu de tout qui me plaît énormément dans ce métier. Oui, vas-y. Non, bah oui, pour moi, à t'écouter, c'est magique, et à voir, ça l'est encore plus. C'est inoubliable la première fois où on franchit la porte de Fabrègues, même si moi j'étais obligé de rentrer et sortir 3 fois en 10 minutes parce que ça allait pas les prises de vue avec la télé, mais c'est inoubliable parce qu'il y a cette magie de ce que tu y as fait. Et je trouvais très beau ce que tu disais sur les gypseries que tu allais chercher, parce que du coup, oui, c'est pas contemporain, mais ça le devient presque grâce à ton prisme, et on voit très bien comment ça fonctionne, les pierres sur le sol, le banc, les œuvres et le plafond, tout fonctionne ensemble, et c'est magique, c'est merveilleux, et ce château est comme un rêve. On
On n'a pas l'impression qu'on est dans la réalité, vraiment, quand on y arrive et quand on est à l'intérieur. Et pourtant, oui. Et du coup, tout à l'heure, je reviens à Charles et Marie-Laure de Noailles, ces deux personnages de romans qui ont vraiment existé. Quand on entre à Fabrique, comme ça, on rentre dans un livre, dans un film, et c'est très passionnant, beau et intéressant. De nouveau, je pense qu'effectivement, Jean-Pierre, le point sur l'ensemblier est essentiel. Hein. Quand on voit le collage ou l'association que tu fais. Ça, c'est ma névrose, encore, que je me disais de la forme. La forme, pour moi, est très importante. Donc là, il y a une table à gauche qui est une table de Rob John Gibbons, qui est un créateur américain qui a travaillé pendant un spectre assez long. Il a eu plusieurs périodes. Il a eu sa période retour de Grèce. Il a eu sa période beaucoup plus contemporaine qui est celle-ci, où là, c'était des formes organiques. Donc ça, il a fait 100 tables comme ça. Donc chaque table est unique. Donc là, celle-là, elle a une forme de flaque comme ça qui se superpose. Et à droite, c'est un bout de canapé suédois. C'est une pièce unique d'un créateur suédois qui faisait partie d'un courant, que c'est la Swedish Grace. Alors là, il en était déjà sorti parce qu'il a eu deux courants. Il a eu le courant néoclassique avec la marqueterie qui est trop sophistiqué pour moi. Et donc moi, j'aime ce courant-là qui est du bois massif, où là, il a ces formes-là qui sont précurseurs de gens comme Jean Royer. Il a travaillé bien avant en fait tous ces gens-là, et d'une modernité, d'une radicalité très importante. Et à chaque fois, c'est ce genre d'objet sur lequel je vais. Et là, c'est un tableau de Clémenté, c'est un puzzle, et je trouvais ça amusant que la forme qui s'emboîte dans ce canapé. Voilà. Bon, ça, c'est un peu plus raide, mais c'est un mobilier suédois de la Swedish Grace. Donc, c'est ma passion absolue. Donc, 1920, c'est tout un ensemble que j'avais trouvé en Suède, avec une couleur très étonnante, une laque bleue, et avec toujours ce dialogue avec l'art contemporain. Alors ça, c'est une sculpture, en fait, c'est pas un tableau, c'est du bois sculpté. D'un artiste qui s'appelle Stéphane Belkenol, qui ne travaille que le bois. Donc là, c'est une femme, et c'est très intriguant, en fait, quand on est assis dans la salle à manger, de voir cette femme qui vous regarde. Et puis le lustre, c'est finlandais. C'est une pièce unique où c'est un monsieur qui s'appelait Pavotinel. Et là, c'est des flocons. Et c'est ce dialogue que j'ai voulu. En fait, le plafond, il est 19e, je l'ai juste restauré. Et sur le plafond, il y a des petits flocons. Et je me suis dit, très incongru, ce lustre suédois dans une maison provençale. Mais je me disais, le dialogue avec le plafond me semblait intéressant et toujours aussi magique, en fait, parce que c'est des fils et tout flotte. Et on a l'impression d'une légèreté, et la lumière est vraiment magique. Voilà, donc c'est toujours ce côté un peu féerique qui m'intéresse. Est-ce que tu dessines avant de... Enfin, ouais, je dessine toujours. Hein, pour la Villa Noailles, justement pour la boutique, par exemple, que Jean-Pierre m'a proposé de faire cette année. J'ai dessiné, je dessine 4 fois pour déchirer des trucs et puis pour retrouver finalement le projet le plus adapté, oui, tout à fait. Alors on a vu une pièce qui est très colorée, très vive, qui est effectivement très souriante, où les objets rebondissent. Et puis on a cette cage d'escalier notamment. La cage d'escalier, je la voulais très minimale, très froide, ouais. Comme ce doit être d'ailleurs dans l'ordonnancement d'une maison classique. Généralement, la salle à manger qu'on a vue avant, elle est assez froide. Donc, la mienne, elle est assez froide aussi. Elle est très rigoureuse. Et la cage d'escalier, c'est quelque chose de froid. Et donc, j'ai juste mis de l'art. J'ai fait une simèse façon naïve, en fait, en simulant des moulures. Et le plafond à caisson que j'ai fait également. Et à l'époque, il y avait un vitrail 19e assez moche, en fait, qui assombrissait la cage d'escalier, qui est assez monumentale, parce que je pense qu'à l'époque, ils ne savaient pas faire des escaliers cartournants, donc c'est vraiment un escalier de pente. Donc la cage d'escalier, elle est démesurée par rapport à la maison, elle occupe 20 ou 30% de la maison, et ce vitrail très sombre rendait assez sinistre, mais là, on ne la voit pas très bien. Non. Et en fait, j'ai dessiné des petits ronds organiques sur un vitrail pour laisser la lumière rentrer. La lumière, pour moi, est dans le travail d'architecte et d'architecte d'intérieur est fondamental. C'est ce qui fait dessiner tous les volumes, en fait, d'un endroit. Et les petites appliques, là, je les avais dessinées aussi pour que ça marche avec
l'endroit. Il y a un autre aspect qui était assez rigolo, c'est qu'effectivement on a fini par... C'est des photos interdites. C'est des photos interdites. C'est la pêche chouette. Donc on a pu remarquer une certaine obsession sur ces chouettes, une obsession de collectionneur, je pense. C'est vraiment là où on a pu voir ton autre aspect, parce qu'on sait aussi que tu es art advisor aussi, en plus d'être... Ça m'arrive pas sur tous les clients, parce que j'ai quand même des clients qui sont connus, qui ont des collections immenses, et ils n'ont vraiment pas besoin de moi pour les aider dans ce domaine-là, mais des clients qui connaissent moins l'art et se laissent facilement guider pour justement qu'il y ait ce dialogue entre l'architecture et l'art, et ça m'intéresse énormément. Et systématiquement dans chaque projet, en fait, je propose, et je pense qu'on va le voir après, une intervention même in situ d'un artiste. Ça m'intéresse énormément parce qu'il n'y a pas de valeur sur le marché. En fait, l'artiste, il intervient comme moi dans un lieu à faire quelque chose qui est un dialogue commun entre l'artiste et moi. Le propriétaire, enfin le client, lui, il ne va pas revendre cette installation parce qu'elle est là, elle est inscrite dans l'architecture. Et du coup, ça intéresse énormément l'artiste. Donc du coup, j'ai travaillé avec des gens très célèbres, Daniel Buren, Ugo Randinone, qui est un Suisse. On a fait 2 œuvres in situ ensemble. Buren, j'en ai fait 2 aussi. Tadashi Kawamata, j'ai fait un nid avec lui dans un projet. Claire Tabouret chez moi. Systématiquement, j'essaye d'emmener, comme j'ai la chance d'avoir des clients qui ont les moyens en fait de suivre ce genre d'exercice en fait, d'emmener pour donner plus de singularité et plus d'esprit. Mais ça, les chouettes, ça n'a rien à voir avec l'art. En fait, il se trouve que dans la forêt, j'ai une quantité de chouettes et que je trouve que c'est génial d'entendre tous ces chants de chouettes. Puis petit à petit, j'ai commencé à acheter des petites chouettes et des chouettes un peu mieux. Et puis j'ai des copains qui m'amènent des chouettes. Enfin, donc là, je suis rempli de chouettes chez moi. On continue encore. Il y a le motif de ce coussin boule qu'on revoit souvent dans la maison, mais dans tous tes projets, hein, c'est constante. Oui, c'est vrai qu'il y a des clients qui en abusent même. Moi, j'aime bien en mettre une ou deux, un, 2 coussins boule. Et d'autres clients, j'en vois partout dans tous les canapés. Ça, c'était pour rigoler aussi. Je l'ai fait il y a 10 ans et c'est vrai que ça me suit un peu maintenant. Mais bon. Alors, il y a la partie du château et puis il y a la partie, les annexes, qui sont du coup traitées un petit peu différemment. Plus minimal, plus contemporaine et plus en phase avec le lieu. Donc c'est une ferme. Il y a un côté beaucoup moins luxueux. C'était un ancien bâtiment à usage de ferme. Il y avait des granges. Là, il se trouve que cette pièce-là, c'était là où il y avait des chevaux. Et donc, je l'ai traité de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus radicale et beaucoup plus minimale, en fait. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir 2 propositions dans ce qu'on appelle le château, un truc un peu plus traditionnel, plus classique. Et là, comme la maison était très, très endommagée, de me dire, voilà, c'est quelque chose de plus simple, avec une matérialité plus brute. Là, j'ai utilisé du pain massif, les sols sont en pain massif. Le plafond a été refait dans un esprit un peu provençal, mais c'est neuf aussi. Voilà, c'est quelque chose de plus simple. Ouais. Dans cette maison, on voit aussi quelques petites trouvailles que je trouvais inspirantes, comme ces chaises. Donc, s'amuser autant, les chouettes, c'est effectivement, tu as parlé presque d'un gag, autant il y a l'association de collections qu'on trouve ici. Est-ce qu'il y a des brocantes à droite, des trucs qu'on trouve qui sont pas grand intérêt, mais que je trouve charmantes, et à gauche, des œuvres d'architectes plus célèbres et qui ont une vraie force de dessin qui m'intéresse. Donc ça, c'est du pain, mais à la fois, il y a un côté avec un trait très droit, très simple, mais quand même avec un esprit très fort. Et ça me plaît énormément. Enfin, c'est toujours des coups de cœur. J'arrive, je vois ça. J'avais acheté ça en Suisse, d'ailleurs, à Art Basel, dans la section design. C'est vraiment des pièces que j'aime énormément. C'est du Judd, mais à la fois, il y a quand même quelque chose de plus rigolo, plus singulier, voilà, plus léger aussi. Ouais, avec le dessin du personnage qui s'inscrit à l'intérieur de... Qui sort, tout à fait. Et qui ressort en plus légèrement. La tête ressort. Ouais, tout à fait. Il y a, je crois que c'est la dernière image sur ce projet, hein. Il y a ce canapé, effectivement. Tu
tu as ce geste souvent dans ces canapés de se refermer dans un ensemble. Alors ce canapé, en fait, je l'avais fait pour le Musée des Arts Déco à Paris, pour une expo. Donc je ne l'avais pas fait pour cette pièce-là, mais après je l'ai récupéré. Et il se trouve qu'il va très bien dans cette ancienne grange où j'ai double volume, qui est une pièce assez monumentale et très belle. Et c'est ce côté brut et très sophistiqué et aussi à la fois convivial, parce que quand on s'assoit, on s'est assis tous les deux, on peut se regarder, donc il y a cette espèce de forme qui m'intéresse, voilà, soit les courbes, soit les facettes, sans être agressif. Je trouve que c'est intéressant. Et c'est du mélèze massif. Et la table, c'est aussi un c'est en céramique. Et c'est une table comme un objet qui s'est écrasé, qu'on a réalisé pour là, en fait. Là. Alors, on parle beaucoup de Claire Tabouret. On a pu visiter les enfants de la chapelle, donc une chapelle qui se trouve juste à gauche du château, qui était une chapelle qui était là en même temps que... Alors elle est 17e aussi. 17e, hein, pareil. Hein. Oui. Alors je vais peut-être passer un film, je ne sais pas si on peut le lancer, le film sur la genèse de ce projet. L'idée aussi de sortir de l'atelier tout en continuant à faire de la peinture. Donc là, c'est un moyen d'être ailleurs et en même temps dans mon monde et de sortir de l'espace du tableau, d'un coup de penser à un environnement qui englobe complètement le spectateur. On le sent quand on marche là ici, on sent quand même des vibrations, même quand il n'y avait rien. Je crois que quand on rentre dans cette chapelle, on sent quelque chose qui se passe. Ce que je trouve intéressant, c'est de demander aux artistes de travailler dans quelque chose de pérenne. Ici, elle va prendre son temps, elle va faire cette œuvre pendant 1 mois. Et je trouvais très beau que de marquer quelque chose qui reste toujours, quoi. Même après moi, après Claire. Je ne sais pas ce que cette maison deviendra, mais en tout cas, l'œuvre, elle restera forcément. Chapelle, qu'elle soit ici ou au plein cœur de Manhattan, c'est l'idée qu'une fois que tu fermes la porte, tu es dans un lieu de solitude et de recueillement, de plonger vers l'intérieur. Et toute mon aventure dans la peinture, c'est comment tu plonges à l'intérieur de toi. En fait, tu as 2 directions, tu as le dehors et le dedans. Et j'ai tendance à explorer le dedans, et je pense qu'ici, ça fait vachement écho à cette direction-là, en fait. Que cette chapelle, ça devient un endroit de passage. On rentre et on ressort pas tout à fait pareil, quelque chose comme ça. C'est une œuvre que je trouve vraiment profonde, surtout par l'usage des couleurs qu'a fait Claire sur les visages
de ces enfants. Il y a des couleurs craie, il y a des couleurs blancs, diaphanes, des couleurs qui ne sont pas réelles. Ça évoque tellement de choses que ça en devient personnel et ça serait même... c'est trop personnel de pouvoir en parler plus, je trouve. Ouais, alors effectivement, c'était un coup de poing de rentrer dans cette chapelle. Honnêtement, il y a vraiment une émotion qui s'empare. C'est de rentrer dans un objet de culte et en fait avoir affaire au culte de l'art à l'intérieur. Il y a quelque chose de foncièrement magique avec ces regards qui effectivement ont l'air de tout le temps te suivre en même temps que tu te déplaces dans la pièce. Comment, est-ce que tu l'as poussé dans une direction? Comment vous avez Non, Claire, on s'est connus il y a un certain nombre d'années. J'avais acheté une œuvre d'elle où au début elle travaillait, comme je le disais tout à l'heure, sur les groupes d'enfants. Et c'est une personnalité que Jean-Pierre, tu l'as rencontré, qui est extrêmement forte. C'est une vraie intellectuelle. Elle a une manière de s'exprimer qui est assez impressionnante, même très littéraire. Et donc je l'ai rencontré en étant collectionneur, et puis on s'est retrouvés assis l'un à côté de l'autre à un dîner. Et puis je lui ai dit, j'ai une chapelle dans le sud de la France et ça m'intéresserait éventuellement de faire une fresque. Est-ce que ça t'intéresserait? Et là, tout de suite, je l'ai senti d'un enthousiasme assez incroyable pour une artiste si demandée en plus. Parce qu'elle a pris son temps, elle est quand même restée 5 semaines à peindre 12 heures par jour, seule, dans ce lieu qui est quand même très isolé. Donc elle a peint ça à la fin de l'hiver. Et donc non, je lui ai laissé entière liberté, si ce n'est qu'on avait parlé de ces groupes d'enfants. Et alors elle a eu... Après, il y a un truc très personnel entre nous deux, on a une histoire un peu commune avec notre enfance, nos parents. Et donc ça faisait sens en fait à chaque fois je veux vous raconter une histoire, mais qu'elle soit juste. Et là, elle était juste et pour elle et pour moi. Donc je me suis dit, Claire Tabouret, c'est l'artiste dont j'ai envie pour lui proposer cette œuvre. Et en effet, c'est à chaque fois que j'y vais même seul. Parfois, je trouve toujours ému de la qualité de son travail, de la qualité de ses couleurs qui renvoient à plein de choses en fait. Ces verts très crus, ça rend une espèce de violence aussi, et ça m'intéresse en fait. C'est toujours raconter une histoire, je pense c'est le sujet de la conversation en fait. C'est intéressant. Et donc là, on racontait une histoire commune, et c'est ça que je trouve assez joli et qui est assez réussi en fait. Juste un petit mot, parce qu'il faut être rapide sur ce merveilleux moment que tu proposes avec Claire Tabouret. Ce qui est notable, c'est cette commande. On parlait tout à l'heure de ta relation avec les artistes. Donc là, il s'agit d'une commande. C'est aussi une position très spécifique de passer des commandes à des jeunes artistes comme Claire. Et ce que je trouve aussi très beau, c'est que il y a eu le partage avec le public une nouvelle fois, puisque tu avais choisi l'été de la réalisation de cette chapelle, de l'ouvrir au public. Et du coup, ça c'est exceptionnel aussi, parce que c'est rare que les aventures privées, comme ça, donnent lieu à des ouvertures publiques et qu'il y ait ce partage avec le public. Et ça, c'est une position très particulière et très intéressante à noter, je trouve, dans ta manière d'appréhender la vie et d'appréhender les choses avec les artistes. On va passer à un projet qui est On a vu beaucoup de projets assez personnels jusqu'à présent, donc c'est intéressant aussi de pouvoir montrer un travail qui est une commande au Portugal, et qui a un aspect double, parce qu'il est un peu bipolaire dans un sens, parce qu'on voit qu'on a deux aspects de ton approche architecturale qui sont très manifestes dans ce projet. On va voir une première partie qui est la maison d'hôte, l'hôtel, la maison d'hôte où on a un travail de collectionneur, de collage, de couleurs qui est très très fort, et une partie qui est le chai qui est beaucoup plus minimale. Donc je trouve intéressant de pouvoir montrer ces deux approches. On peut peut-être passer en revue les images de ce projet. Donc ça, c'est la maison 19e qui était une ancienne ferme. Et le client, qui est un
un monsieur qui a fait fortune dans les maisons de retraite, s'est passionné de vignoble. Donc il avait acheté un peu des vignobles en déshérence même, parce que ce vignoble, il était dans un état assez... il voulait remonter la qualité du vin et puis finalement faire une expérience en fait à ses clients de dégustation. Donc j'avais déjà travaillé pour lui, j'ai fait un musée en Belgique pour lui et puis j'ai fait sa maison personnelle. Et il m'a dit voilà, j'ai une maison que je viens d'acheter, il faut que tu fasses un vignoble, un vrai chai en fait de from scratch. Je lui dis, mais tu sais, nous, on est architecte d'intérieur et tout, donc c'est mon vrai premier projet d'architecture from scratch. Et ça, c'est pas ça, parce que ça, c'est la maison que j'ai rénovée, qui est devenue une guest house où il y a une douzaine de chambres pour faire un hôtel. Donc c'était vraiment le côté expérience. Donc là, j'ai essayé d'inventer une histoire de ce que pourrait être une maison portugaise avec l'usage de céramique, etc., etc. Donc ça m'a beaucoup amusé. Donc ça, c'est vraiment tout recréé en fait. Donc j'ai fait travailler des artisans portugais, raconter une histoire sur la table qu'on voit pas bien, mais ça représente le Douro. Le Douro, c'est le fleuve qui domine la vallée. Donc c'est un côté assez naïf qui est assez marrant. Donc ça c'est la guest, c'est là où tous les invités, enfin les résidents de l'hôtel se retrouvent. Bon, j'ai fait travailler plein d'artisans. Ça c'est un verrier suisse qui est basé à Bâle, à qui j'ai demandé de me faire ses ballons. Après, j'ai glané quelques antiquités portugaises. Donc, il fallait vraiment redonner le côté famille. C'était un peu l'idée et le brief du client, comme si c'était sa maison, où il recevait, et lui n'y est jamais, mais il reçoit. Et donc, voilà, pour créer le désir, il voulait que les gens se sentent dans une maison privée au Portugal. Donc, vraiment, il m'a dit, il ne faut pas que tu me fasses un projet international. Je veux que quand on est là, on est au Portugal. Et donc, je vais travailler des artisans portugais. Ça, c'est des églises portugaises. Il y a des meubles portugais. Et je me suis dit, je fais beaucoup de choses très contemporaines. Et là, je me dis, je vais rester toujours en dessous, faire un peu comme si c'était toujours là, que mon intervention, elle soit la plus discrète possible, que les clients, ils disent, bon, il n'a rien fait, alors qu'il n'y avait rien. Donc ça m'a beaucoup amusé. On s'est vraiment amusé à faire ce projet-là. Et donc ça, c'est un bassin qu'on a créé from scratch. Donc ça, c'est un peu la typologie du lieu. C'est un endroit extraordinaire en terrasse avec des restants. Donc il y a la maison qui est là, qui est 19e, et en bas, donc on a construit ce vignoble. Alors, j'étais la personne la plus mal placée pour faire un vignoble, parce que je ne bois pas d'alcool. Mais ce client-là, j'ai eu une espèce de confiance, parce que j'ai quand même pas mal travaillé pour lui, et il m'a dit, il faut que tu me fasses le chai. Et le chai, je me dis, je ne connais rien en vin, je ne sais même pas reconnaître si le vin est bouché ou pas. Je sais que ça va être très compliqué. Donc j'ai écouté en fait les vignerons, et les vignerons, quand ils parlent du vin, ils vous parlent de spiritualité, de choses un peu... Je me dis, mais alors, on va faire ça un peu comme un lieu spirituel, on s'élève. Donc en fait, j'ai fait double volume. Là, c'était tout au début. Maintenant, c'est rempli de barriques. Là, c'est une photo juste à la fin du projet. Et après, il y a des croisées de voûtes. Donc là, elles sont coupées, mais on les voit pas, je crois. Si, voilà. Donc je me suis dit, il faut que ça ressemble un peu à la spiritualité. On s'élève, la terre, le ciel, le vin, la manière dont ils dramatisent et théâtralisent toute leur histoire sur le vin. Alors, je me suis dit, voilà, il faut que ça soit un peu spirituel. Donc, il y a ces volumes-là, cette architecture très minimale et spirituelle. Et là, encore une fois, ça vient en tension avec la maison 19e. Ah ouais, c'est deux approches complètement totalement différentes. Ouais. On est très cosy dans l'hôtel, et là, on est dans une spiritualité, une espèce de messe, en fait, quand on va faire des dégustations dans ce chai. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre, tu as pu visiter la maison Jovanović. Je crois que oui, parce que j'ai trouvé une photo où vous faites les malins avec tout un groupe d'amis. Oui, ça c'était un moment assez incroyable aussi, puisque l'an dernier, quand Pierre était le président du jury, on avait fait la sélection des candidats pour le festival, dont Pierre parlait tout à l'heure, dans cet endroit. Très beau, dans le 2e, rue Beauregard. Et oui, du coup, j'ai eu le plaisir de découvrir ce lieu et l'atmosphère et l'ambiance si particulière qui s'en dégage.
Oui, donc c'est un hôtel particulier dans le deuxième. Hein, dans le deuxième, dans vraiment le cœur du sentier. C'est un immeuble qui est Régence, qui est donc fin 18e. Et quand je l'ai visité, il était dans un état aussi assez... il était vraiment pas moche. Mais j'ai vraiment eu le coup de foudre sur la cage d'escalier qui était peinte. Alors, cette liste, elle était jaune. Et après, je ne sais pas si on voit une photo, mais il y a toute la liste qui est en bois massif que j'ai décapé. Et je me suis dit, le bureau, je veux incarner le style français avec, en montrant ce que les artisans sont capables de faire pour nous. Et que les clients, il y a beaucoup de clients qui viennent là. Toutes les réunions, la plupart se font là. On incarne un savoir-faire, comment on vit en fait à Paris. Et comme je travaille un peu partout, je voulais imprimer la manière française de vivre. Donc voilà, il y a une cuisine, une salle à manger, une bibliothèque. Mes collaborateurs, ma famille vient se servir. Il y a une énorme bibliothèque, il y a plein de livres. Ça, c'est une petite salle d'attente. Voilà, c'est un peu une conception de partage du bureau. En fait. Oui, en fait, c'est à la fois une vraie maison, une maison vraiment de famille, dans une maison. Une vitrine aussi, quelque part. Une vitrine non seulement de ton travail, mais une vitrine du travail des artisans. Et c'est aussi un atelier. Hein. Et c'est pour ça que tu n'étais pas là. Discrètement, on est allé visiter avec Javier l'hôtel particulier. On a glané quelques photos qu'on trouve ici, qui montrent quelques aspects de ton travail. On aperçoit à gauche ton bureau. Ça, c'est 2 pièces que j'ai dessinées. C'est un bureau en chêne massif, et ça, c'est un fauteuil que j'avais fait avant Oups, d'ailleurs, avant où c'est comme un... En fait, c'est parti d'une pâte à modeler. J'avais fait une petite pièce en pâte à modeler, et je me suis dit, tiens, ça serait assez génial pour un fauteuil. Il se trouve qu'il est très confortable. Voilà. Donc ça, c'est mon bureau où je reçois mes clients. En fait, je travaille pas vraiment là. C'est plutôt un lieu où je reçois. C'est ce qu'on s'est dit, ouais. C'est un peu formel. C'est trop formel pour moi. C'était trop formel. Mais il faut quand même un peu de formalisme quand on reçoit les clients. Donc il fallait que ça soit propre. Et ça, c'est mon bordel. Voilà, on a pu apercevoir l'autre aspect. C'est non seulement, effectivement, on n'a pris qu'un extrait de la bibliothèque, un bon extrait de Joe Ponti, ici, qu'on aperçoit. Et effectivement, on a cru comprendre que tu étais sur un livre qui va sortir en septembre. D'accord. Donc là, c'était en effet des essais de couleurs, de maquettes. On se réjouit de voir la suite. Évidemment, il y a la matière qui compte. On a très peu parlé ici, on en a beaucoup vu sur place. C'est effectivement une caverne d'Ali Baba complète, pratiquement qui déborde des murs. On sent que vous manquez de place presque vis-à-vis de ça. Manquait de place. Ouais. Et on s'aperçoit des textures extraordinaires, notamment de céramique sur la gauche, des tissus évidemment. On a pris quelques extraits de céramique qui sont très très beaux, qui nourrissent, je pense, tes projets, je suppose. Tous les projets il y a de la céramique, il y a toujours le travail et la main de l'artisan, ce que ça rend sensible et singulier le projet. Ça c'est une maquette d'une cheminée que j'avais faite. C'est pas la mieux d'ailleurs, mais enfin c'en est une. Ça c'est la matérialité de la céramique où on sent le travail du peintre, un peu comme une émulsion en fait. Ça, c'est plein de maquettes que je fais, en fait, qui sont devenues des meubles pour la plupart, des tables basses. Voilà. Alors voilà, ça, c'est un projet qui vous réunit à nouveau. Encore une fois, ouais. Et c'est pour ça que je voulais finir sur celui-ci. Donc, c'est une nouvelle collaboration qui était là, tout récemment, au festival de hier. Peut-être, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, avec grand plaisir. Donc à la Villa de Noailles, il y a au rez-de-chaussée du bâtiment qui préexistait à la construction de Mallet-Stevens un espace que l'on a décidé d'attribuer à la boutique. Alors en fait, on a décidé cela il y a 3 ans parce qu'on a évacué une partie de nos bureaux pour redonner de la place aux salles d'exposition, et donc en faisant cela on a pu agrandir l'espace de la boutique qui était auparavant un espace d'exposition, et le principe c'est que chaque année on propose à un artiste, à un designer, à un architecte d'intérieur de se réapproprier totalement cet espace. Donc il y a eu le duo Bless la première année,
Vincent Daré l'an dernier, et donc cette année, Pierre Jovanovic. Et j'aime bien l'idée que ce soit chaque année le président de Design Parade Toulon qui le fasse, parce que du coup, ça fait un lien entre hier et Toulon, entre les deux événements. Et puis, ça crée aussi, ça maintient cette amitié, ce lien familial qui nous unit aussi, puisque Pierre parlait de la famille de son bureau. Il y a une famille Villa de Noailles à laquelle je tiens particulièrement, qui donne un sens au travail et un sens à la vie. Et donc, ça nous permet, sans le dire comme ça, de garder cette amitié qui nous a rassemblés l'an dernier à Toulon. Et du coup, Pierre a fait un projet tout en finesse, en hommage à Mallet Stevens, dans cet endroit. Donc, vous allez voir les dessins tout à l'heure. Et là, vous voyez la réalité, photographiée quasiment le jour de l'ouverture du festival, ou la veille en tous les cas. Et c'est au-delà de la beauté de la boutique qui rassemble tous les suffrages, il y a cette leçon de choses, cette leçon de culture liée à l'architecture de Mallet Stevens, et qui souligne comme ça l'intelligence de l'architecture de Mallet Stevens à Saint-Bernard, et que Pierre a très intelligemment réinterprété dans la boutique au travers des couleurs, ce que vous voyez bien sûr, et au travers des formes. Pierre, tu as dit que tu t'es inspiré de la maison, quelque part, en prenant de ci et là quelques éléments, quelques fragments. Par exemple, on peut reprendre cette photo-là, où effectivement les arches, ou celle-ci, effectivement, les arches sont présentes. Je t'ai posé la question tout à l'heure, tu les as trouvées donc sur place, hein, ces arches. En fait, donc déjà, je passais après Vincent Daré, qui est un ami, qui avait fait la boutique avant moi, qui avait fait un truc génial. Donc je me suis dit, ça va vraiment très difficile de passer après un truc qui est tellement bien réussi. Oups. Et de devoir le démolir en plus. Et donc il y a une responsabilité un peu difficile. Je me suis dit, je vais être une espèce d'humilité. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre des codes architecturaux de la villa. Donc ces pans coupés, en fait, on les retrouve une fois dans le jardin quand on sort de la villa pour aller vers la grande terrasse. J'ai fait cette succession d'arches avec un effet de perspective raccourci. Et les autres, voilà. Alors les cubes que j'ai dessinés là, en fait, ils sont dans le jardin cubiste de Mallet Stevens. Je me dis, je vais faire rentrer le jardin aussi dans la boutique. Les couleurs sont un peu les couleurs qu'on retrouve notamment en haut dans le salon rose. Et après, j'ai pris des couleurs du Corbusier pour faire vraiment des couleurs primaires très fortes qui marchent assez bien avec la lumière du midi. Il fallait que ça soit happy, gai, cette boutique. C'est pour présenter à la fois des designers que Jean-Pierre aime bien. Voilà, et je trouvais qu'il fallait que l'intervention elle soit en fait assez forte, mais finalement que quand les gens arrivent, ils me disent bon il a rien fait, alors qu'il y avait un espace vide. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que finalement les gens vous disent l'intervention de l'architecte, elle est pas là en fait, elle est ailleurs, et c'est ce que j'aime assez toujours faire en fait, c'est que l'intervention elle est forte, mais qu'elle se voit, elle saute pas aux yeux. J'aime pas les trucs over design, trop dessinés. Alors là c'est dessiné, mais c'est dessiné en phase avec et respect avec la villa. C'est quand même difficile de travailler dans un lieu fait par Mallet Stevens, parce que voilà, il faut être quand même assez rigoureux. Voilà, donc c'est encore une fois un projet où je me suis énormément amusé grâce à toi, Jean-Pierre. Ce qui est formidable, c'est que en fait là, on n'est pas chez Mallet Stevens, on est dans un couvent cistercien 16e qui préexistait à la construction de Mallet Stevens, qui n'avait pas grand intérêt, c'était de l'ancienne salle à manger des employés de maison de Charles et Marie-Laure de Noailles. Et du coup, ce qui est formidable avec ton projet, c'est que Mallet Stevens arrive dans ce bâtiment sur lequel il n'a quasiment pas travaillé, sauf pour l'atelier de peinture qui est au premier étage. Donc voilà, c'est une manière très belle et intéressante de faire rentrer Mallet Stevens dans ce bâtiment qui ne l'était pas. C'est un projet qui a suscité une influence énorme sur Instagram. Bon, c'est lié aussi au fait à ton compte. Il faut aussi en parler. On en a parlé aussi dernièrement avec une autre architecte d'intérieur, India Madavi. C'est le cas pour toi. 130 000 contacts, donc complètement incroyable. Est-ce que ça prend effectivement une place dans ton travail ?
Instagram, en fait, moi je suis réfractaire à tout ce qui est réseaux sociaux, etc., etc. Et ça, c'est mon équipe qui m'a dit tu peux pas ne pas avoir de compte Instagram, c'est pas possible et tout. Donc j'ai commencé il y a 2 ans et à un moment je me suis pris au jeu moi-même parce que je m'en occupais moi-même, j'avais des trucs. Et c'est vrai que Instagram permet un dialogue avec des gens. Enfin, je me montrais à Yuri, je suis suivi par des stars américaines. Et jamais j'aurais pu imaginer en fait que des gens, vraiment des grosses stars américaines puissent nous contacter en disant j'adore votre travail, vous êtes génial, etc., etc. Donc je trouve qu'aujourd'hui on peut parler à n'importe qui. C'est cette espèce de partage. Alors là je me mets rarement en photo en fait sur mon compte. J'aime pas du tout ni me voir ni. Mais là le AD avait demandé à tous les gens qu'ils avaient sélectionnés de poster cette photo-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est un espèce de partage et de rapport très facile avec les gens. Et pour finir, moi je suis un ours, je n'aime pas, je ne suis pas du tout mondain, je ne sors pas beaucoup, mais je me dis que Instagram peut pallier aussi à mon manque de sociabilité. Finalement, je poste une photo, j'ai l'impression que les gens ils sont un peu au courant de ce que je fais et j'ai pas besoin en fait de sortir, d'aller parler, de voir et tout. Je suis généralement plutôt taiseux, donc j'ai pas envie de voilà. Donc Instagram c'est un peu une barrière en fait pour moi pour me permettre d'exister sans vraiment me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas. Alors j'ai passé quelques heures tout à l'heure avec Pierre. Effectivement, c'est toujours assez étonnant de voir te voir à l'œuvre sur Instagram, parce qu'effectivement il a pris une photo du jet d'eau et je pense 3 minutes après il y avait 2000 vues. Voilà, donc je pense que c'est un rapport qui est complètement différent, les messages qui effectivement sont à l'infini où il faut suivre. D'ailleurs, tu te fais quand même aider. Effectivement, le compte est très personnel. J'ai un jeune garçon qui m'aide parce que là j'ai trop de messages et dans la notion de partage, je me dis puisqu'on y est sur Instagram, autant y être à fond et si les gens vous posent des questions, autant répondre. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai trop impossible. De boulot. Et donc j'ai un jeune garçon qui s'amuse énormément à faire ce genre de. Et qui nous racontait d'ailleurs qu'il y a des images qui. Alors j'ai bien sûr posé une question, j'ai cherché un petit peu. Je l'ai vu et donc on cherchait un petit peu de voir s'il y avait une stratégie très très poussée, arithmétique, je dirais, sur le compte, ce qui était pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une approche, c'est très curaté, mais effectivement il laisse la liberté évidemment de simplement le plaisir simplement de prendre de la photo, de la partager. Mais on a pu parler des escaliers. On sait que vous avez remarqué que les photos d'escalier ont 3 ou 4 fois plus de succès qu'une photo. En fait, ce que j'aime dessiner, c'est les escaliers. Pour moi, c'est encore peut-être une névrose, mais c'est la colonne vertébrale d'un bâtiment. Donc j'ai fait beaucoup d'escaliers assez emblématiques dans des maisons. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai que certains clients venaient me voir parce qu'ils me disent vous faites des beaux escaliers, ils sont sexy, sensuels, etc. Donc c'est vrai que quand je poste un escalier, il m'arrive d'avoir 8000 likes avec 300 commentaires. Donc voilà, c'est assez marrant. Espèce de proximité. Mais il ne faut pas s'enfermer non plus. Non, ce qu'il n'y a pas, parce qu'effectivement, il n'y avait pas tellement. J'ai du coup cherché les escaliers, il n'y en avait pas plus que ça. C'est juste une remarque que vous vous êtes fait parmi d'autres. Les journaux sont importants aussi pour toi. Tu as parlé du fait que tu étais peu mondain et que tu palliais ça au fond à travers, je dirais, 2 choses notamment. C'est déjà de savoir recevoir, parce qu'effectivement, tu nous as reçus excessivement bien et on sent que c'est une culture, un art véritable que tu as. Et puis l'autre aspect, évidemment, c'est les journaux. Ça prend une place très importante, j'imagine, aussi dans ton travail. La presse, ça me permet c'est un soutien en fait, parce que vous qui êtes étudiant, la plupart, on a un papier dans la presse, mais en fait c'est le rabâchage permanent en fait de presse qui permettent aux gens de retenir le nom. Comme je ne suis pas mondain, les gens viennent finalement me voir parce qu'ils ont vu une publication, ils ont aimé mon travail, et donc finalement ils viennent me voir pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont une connexion de goût et pas parce que ils m'ont trouvé extrêmement sympathique dans un dîner. Donc voilà, et finalement je me dis, voilà, je ne sors pas, je ne vois pas beaucoup de gens, mais la presse me permet de pallier ma timidité, mon côté aussi un peu original. J'aime les gens, mais voilà. Et donc, effectivement, la presse, c'est un rabâchage permanent de papier qui vous permettent d'avoir un projet, puis un autre, et puis arriver à une notoriété
qui permet après de travailler avec des clients incroyables. Jean-Pierre, est-ce que tu le trouves si froid qu'il se décrit Non, ouais, évidemment que non. Et ce qui est intéressant à noter, je trouve, et pour l'avoir vu faire l'an dernier et depuis assez souvent, c'est cette capacité que Pierre a à toujours accepter de discuter avec tous les journalistes, de ne pas faire une quelconque sélection marquetée qu'on pourrait facilement imaginer. Et du coup, je trouve que c'est une chance de donner cette image aux étudiants ce soir, d'ouverture, de générosité, de partage et d'envie, de plaisir. Et je suis content qu'on ait partagé ce moment avec les étudiants, ici dans un endroit de formation, de savoir, avec cette qualité de savoir qu'il y a à la aide ici à Genève. Et du coup, voilà, je pense qu'on va continuer à faire des projets ensemble avec grand plaisir. Il y aura au moins la signature du livre à venir à la Villa de Noailles pour le festival, les 5 ans du festival l'année prochaine. Oui, Pierre, à moi encore de te remercier, parce qu'effectivement, évidemment, on a pu le constater, il y a une influence chez toi. Au fond, tu es aussi une star en ce moment, et j'espère pour longtemps, en architecture d'intérieur. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié, parce que la sympathie, l'hospitalité, l'accessibilité dans lequel tu as fait part, la générosité, évidemment, et culturelle de transmettre aussi. Donc, non seulement assembleur avec les artistes et les artisans, mais aussi avec les gens que tu rencontres. Donc c'est vraiment une personnalité magnifique que j'ai pu rencontrer, donc j'ai beaucoup apprécié. Je te remercie infiniment d'avoir pu partager ce moment avec nous et d'être ici en Suisse pour aujourd'hui. Oui. Merci de m'avoir invité, Zorso. Merci infiniment à vous trois. Je propose qu'on prolonge un tout petit peu le partage sans abuser à l'excès, mais avec notre public, notre audience, comme on dit en anglais. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, poser 2 ou 3 questions, pas plus, à nos invités? Ils sont intimidés. C'est intimidant de poser des questions. Je vais faire Monsieur Loyal. Pourquoi pas? Je fais plein de choses. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander quelque chose de très simple. Quand vous dessinez, par exemple, ces meubles Oops, comment déterminez-vous le nombre d'unités que vous allez produire? Vous allez en faire 20 ou 100, ou bien c'est celui avec qui vous travaillez qui va déterminer et vous conseiller? Parce que finalement, vous ne souhaitez pas avoir des invendus et vous ne voulez pas créer beaucoup de meubles parce que ça les dévalorise. Non, là, c'était en fait, ces meubles, j'en ai fait 10, 5 et 5. C'était juste une question... la table que j'avais dessinée, elle avait une forme de triangle et que c'était pour, en fait, que ça rentre dans le volume. J'avais pas ni d'objectif de vente. Il se trouve que ces pièces-là ont été vendues, en fait, assez rapidement à un collectionneur américain. Mais je me suis dit, je vais faire 5 hommes, 5 femmes. J'avais pas une idée ni de marché, ni de vendre ou pas. En fait, c'était vraiment pour remplir la taille de la table et répondre à un cahier des charges, en fait, qui m'était donné, une grande table pour 10 personnes. Voilà, c'est tout. Qui d'autre? Je suis architecte d'intérieur et je voulais vous remercier personnellement par rapport au rapport que vous entretenez avec justement les créateurs. Donc vous êtes un créateur qui, on va dire, mène les projets. Vous travaillez avec des créateurs qui, eux, vous suivent, mais vous réussissez à les mettre en valeur, à leur juste valeur, en fait. Et je voudrais vous remercier en leur nom, car en tant qu'architecte d'intérieur moi-même, j'ai des artisans d'art qui parfois regrettent d'être toujours placés au 2e rang. Donc voilà, c'était juste un grand merci pour eux. Merci beaucoup.
Non, j'ai une question à propos du métier de décorateur, architecte d'intérieur. Est-ce qu'on peut en fait être décorateur ou architecte d'intérieur sans tomber dans le côté un peu bourgeois de la décoration? Et voilà quoi. Parce qu'il y a quand même toujours, dans tous les décorateurs, il y a toujours ce côté un peu des fois chargé et un peu quand même bourgeois et destiné à une certaine élite. Et est-ce que parfois vous vous dites pas, ouais, j'en ai un peu marre de tout ça, là, tous ces zinzins, ces machins, ces trucs, ces décorations, ces trucs précieux. Est-ce que je veux pas casser ça, puis vraiment une fois faire vraiment, pas table rase, mais passer à quelque chose d'un peu plus accessible en fait à une autre, à des gens qui ont peut-être un budget limité. Vous vous dites, ah ben voilà, c'est un peu un challenge, un peu un budget limité, et puis je vais faire avec ce que je trouve, enfin ce que j'ai, et puis je vais essayer c'est un peu un défi que je peux me lancer. Parce que là, vous chinez des pièces de prouver, des céramiques, tout ça, puis c'est un peu, il y a un côté un peu des fois un peu écœurant dans toute cette décoration à la française. Alors là, c'est vrai que Yuri a présenté une toute petite partie de mon travail, et là, c'est vrai que c'est la partie la plus pas bourgeoise, parce je pense pas qu'elle soit, mais en tout cas plus ornée, plus décorative. Généralement, je travaille pour, alors j'ai la chance de travailler pour des grands collectionneurs, et mes intérieurs, pour ceux qui connaissent mon travail, ils sont assez minimales, assez. Donc alors je pense pas qu'ils soient bourgeois, et c'est vrai que c'est à nous, architectes d'intérieur, si le client vient vous voir, il connaît un peu ce que vous avez dans le ventre, et c'est à nous de les guider pour justement ne pas être bourgeois. Alors c'est vrai que dans la scénographie de Mademoiselle Loup, j'avais emprunté un meuble de Prouvé. Généralement, dans les projets, je ne mets jamais des choses qui soient justement trop iconiques pour qu'il y ait une valeur de marché qui est trop identitaire que j'aime pas. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent je vais mettre ça, parce qu'on associe un prix avec. Et j'ai essayé de faire l'opposé, justement. C'est pour ça que je me suis intéressé à des mouvements comme la Swedish Grace en Suède, que les gens ne connaissent pas, ou qui sont des meubles qui ne sont pas forcément chers d'ailleurs, mais qui sont dessinés d'une manière extrêmement radicale, même à leur époque. C'est des meubles dessinés dans les années 20, qui sont avec un trait extrêmement contemporain. Je parlais de York, qui a fait ces formes de canapé, et il a inventé la forme avant même Royer, Prouvé. Donc à chaque fois, j'essaye justement de ne pas suivre un chemin assez facile de l'architecte d'intérieur qui va glaner des pièces de design trop convenues, justement pour qu'il y ait une singularité dans le projet. Voilà. Ça m'intéresse énormément d'être. J'ai une maison qui est effectivement, on peut dire bourgeoise, parce que c'est une maison, c'est un château, mais j'ai une vie qui est anti-bourgeoise. Donc et donc mes clients, en fait, finalement, à la fin, vos clients, ils vous ressentent parce qu'ils savent ce que vous avez dans le ventre, et ils viennent vous voir parce que pour qui vous êtes. Et j'essaie d'être le plus sincère possible. Donc je suis d'accord avec vous qu'effectivement, l'ornement facile, ça m'intéresse pas du tout. La reconstitution ne m'intéresse pas. Je pense que nous, on se pose en tant que créateur, donc on doit inventer à chaque fois une histoire, et donc je pense qu'on répond à quelque chose qui n'est pas totalement bourgeois. Enfin, je crois, j'espère en tout cas. Pour répondre à votre question, monsieur, l'exemple de la Villa de Noailles, je trouve, est quand même un peu aux antipodes de ce que vous décrivez en termes de bourgeoisie. Et puis, si on se pose la question sur la décoration et l'architecture d'intérieur, on se la pose pour tout. Parce que quand vous dites c'est élitiste, aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons qui nous échappent totalement, tout est élitiste. Beaucoup, dans tous les cas, de ce qui concerne l'art, malheureusement, n'est pas donné à tout le monde. Et même quand on a envie de se rapprocher de gens qui n'ont pas forcément les budgets dont vous parlez pour s'offrir de la décoration ou de l'art, souvent ce n'est pas possible ou très difficile. Donc il faut en avoir envie. Mais au-delà de l'envie, c'est pas toujours simple. Il y a des exemples très clairs de maisons
300 000 euros, par exemple, que vous devez forcément connaître, d'architectes majeurs comme Lacaton et Vassal, par exemple, qui sont un des exemples de l'intelligence créative des créateurs contemporains. Donc je pense que c'est toujours un peu dangereux comme ça d'aller sur ce terrain. Les créateurs sont élitistes et ça coûte cher et tout ça. Il y a suffisamment de gens qui reprennent ces discours-là en ce moment un peu partout dans le monde pour qu'on les combatte. Les artistes sont souvent au service et je pense que Pierre en a fait la démonstration ce soir. Et sa forme de générosité va très largement au-delà de la bourgeoisie. Non, mais c'est comme quand on va dans un musée, en fait. Effectivement, on va voir des œuvres d'art, on vient nourrir son cerveau, et un musée, effectivement, il y a des œuvres majeures qui sont au mur, et on a la chance, donc, quand on commence à avoir un peu de succès, de travailler pour des gens qui sont effectivement beaucoup plus riches que nous. Mais du coup, ils nourrissent quand même toute une chaîne de talents qui sont formidables. Donc, tous ces artisans, ils vivent aussi grâce à ces gens-là. Donc, je pense que il faut quand même remercier en fait ces gens-là de nous faire vivre, de nous faire travailler, réfléchir. Et voilà, moi, je suis admiratif aussi du succès de nos clients, parce que c'est des gens qui, en effet, ont des moyens importants, mais qui permettent à toute une quantité de gens de travailler avec passion. Et je trouve que déjà ça, c'est un côté qui n'est pas bourgeois, en fait, de permettre à toute une chaîne de talents de travailler. Alors, bonjour. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté à démonter, à peut-être désassembler un projet d'une tierce personne ou de quelqu'un d'autre qui a travaillé dessus. Et je m'intéressais à votre approche par rapport au logement privé, quand vous faites un projet privé. Quelle liberté vous accordez quelque part à l'utilisateur derrière pour pouvoir s'approprier son espace? Est-ce que vous souhaitez plutôt qu'il conserve cette scénographie que vous avez mise en place, ou vous lui donnez une... Pardon. Est-ce que vous souhaitez qu'il conserve la scénographie que vous avez mis en place, ou vous lui laissez ou lui accordez une certaine liberté, vous l'invitez à s'approprier ce travail que vous avez fait? Vous parlez du client? Oui, le client. Le client, pour moi, il est essentiel dans le projet, puisque ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est que chaque projet est encore une nouvelle aventure. Alors, c'est aussi la difficulté, c'est que finalement, on réinvente une histoire à chaque fois, ce qui est d'ailleurs le problème de nos métiers d'architecte d'intérieur, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup d'effets de levier, c'est-à-dire d'effets de gagner beaucoup d'argent. Alors, on travaille pour des gens extrêmement riches, mais finalement, à la fin du compte, comme on réinvente une histoire, parce qu'il y a le lieu et il y a le client qui vous dit j'ai envie de ça, donc finalement, je ne recolle pas des trucs que j'ai déjà fait avant, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est l'ennui le plus rapide, en fait, de refaire à chaque fois des choses qu'on a déjà faites. Donc, en effet, le client, pour moi, est essentiel, parce que si je travaillais que pour moi, à la fin, je me mordrais la queue. Je ferais toujours la même chose. Et ce client-là, il me nourrit de quelque chose. Et en effet, alors parfois même un peu trop, je veux que le client soit impliqué dans le projet. C'est très important dans le déroulement du process. Et aussi, quand on arrive à la fin du projet, que le client ne soit pas déçu, en fait, qu'il ait été là tout au long du projet est important, parce qu'il a permis que le projet lui ressemble, en fait. Et ça, je pense, c'est le succès du projet. Et c'est aussi cette manière de partage que j'aime avoir avec mes clients. Et finalement, les clients, je garde toujours une réserve avec eux. C'est jamais franchement mes amis, mais il y a quand même une complicité forte. Voilà, demain, je reçois un prix et j'ai fait un projet à Paris, et ce client a proposé justement de recevoir que je reçoive ce prix à Paris chez lui. Voilà, donc il y a cette espèce d'après d'échange, parce que le client est ravi du projet, il est fier de montrer son projet, et je pense que c'est très important, cette connivence-là, parce que partir dans un projet où il n'y a pas vraiment de connexion, ça fait un projet qui est un peu bancal, en fait, je trouve, à la fin. Il faut que ça ressemble au commanditaire. Oui. Ma question était... Enfin, je rebondis. C'était vraiment sur après
C'est-à-dire une fois que le projet est fait... Après, il s'approprie chez lui, évidemment. Voilà. Je ne suis pas un dictateur. S'il a envie de mettre un mauvais cendrier, une mauvaise œuvre d'art, c'est son problème. Ouais, non. Ou même déplacer tout d'un coup ses fauteuils, ce petit salon non, qui va mais se retrouver. aucun problème. Il est chez lui et il fait ce qu'il veut. Moi, je peux répondre pour ce qui nous concerne. Par exemple, Pierre nous a livré la boutique de la Villa de Noailles et 3 jours après, ça vivait différemment de ce qu'il avait imaginé. Et voilà, on discute forcément ensemble dans le respect, mais ça faisait forcément évoluer les choses et c'était pas exactement... On devient fou après. Si voilà. on est là, c'est déjà... J'ai quand même beaucoup de projets. Si je commence à vouloir gérer tout et ne pas le lâcher prise, c'est pas possible. C'est impossible. Puis ça me plaît même que le client s'approprie son lieu, en me disant voilà, je suis chez moi, c'est chez moi aujourd'hui. Peut-être une question pour moi. Bien, on a parlé beaucoup de la relation très forte que vous entretenez avec un certain nombre d'artistes de l'art contemporain. Et en voyant les travaux, les propositions, certains de vos propos aussi, je me demandais, est-ce que vous nourrissez une relation aussi forte avec le monde du théâtre ou du spectacle? Parce que vous avez parlé de personnages, il y a quelque chose à un moment donné qui pourrait aussi apparaître comme une sorte de théâtre domestique ou lié à un lieu dans lequel il y a toutes sortes de personnages qui s'animent et qui discourt d'une manière subreptice. L'art vivant est pour moi extrêmement important. J'aime la musique, j'aime l'opéra, j'aime tout ce qui est scénographie. Donc j'essaie de me nourrir de tout en fait. Je pense que quand on est dans ma position où j'ai pas un background d'étudiants comme vous dans des écoles très structurées, j'ai besoin un peu justement d'aller voir l'art. L'art m'a, je pense, extrêmement influencé dans mon travail. Le théâtre, la musique. J'ai vu des œuvres, Patrice Chéreau par exemple à Aix-en-Provence, qui avait fait son dernière Electra à Aix il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans avant, juste avant qu'il ne meure. C'était Peduzzi, qui est un architecte d'intérieur, qui avait fait le décor. Pour moi, c'est des œuvres tellement marquantes. C'est aussi des formes qui sont accumulées sur une stage, enfin dans un théâtre, et qui raconte l'histoire d'Electre. Et donc effectivement, c'est encore une histoire. Et forcément, quand on est architecte d'intérieur, on doit se nourrir de tout ce qu'on voit autour. D'ailleurs, quand je fais des entretiens d'embauche, en fait, je parle beaucoup d'autres choses que de l'architecture et de l'architecture d'intérieur avec les gens que je vois, parce que je m'aperçois que plus les gens s'intéressent ils ont un spectre d'intérêt large, plus je sens qu'ils sont cultivés, plus je sens qu'ils vont vouloir dire des choses, et c'est pour ça que j'adore parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'architecture, avec les gens que je vois en fait. Alors Pierre, il faut qu'on dise aux étudiants qu'il faut qu'ils fassent exactement comme toi et surtout pas différemment. Non, chacun est différent. Non, pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, on est persuadés tous que ce que tu décris et la nourriture que les artistes t'apportent, il faut que les étudiants s'en nourrissent aussi. Et ta curiosité est là et c'est ton plaisir, mais les étudiants doivent aussi apprendre à se nourrir des artistes et de tout ce qui les entoure. Donc nous, on les pousse le plus possible ici et ailleurs pour qu'ils aient cette curiosité et cette appétence pour les arts en général. Donc c'est capital. C'est essentiel, je pense. C'est essentiel pour nourrir son talent, se réinventer, toujours faire quelque chose d'autre. Parce que après on a le risque de l'ennui et faire toujours la même chose, c'est pas possible. Donc, toute dernière question. Merci beaucoup pour cette conversation qui était tellement inspirante. Dans la conception de vos projets, c'est quoi le médium préféré pour commencer? Est-ce que c'est le dessin à la main? Est-ce que c'est testé en réalité? Est-ce que c'est l'ordinateur qui vous aide à développer les espaces en 3D? Alors au début, en fait, quand j'ai commencé, effectivement, j'avais des architectes et ils faisaient de la 3D Archicad, et on faisait de la 3D, on présentait ces 3D à ces clients-là, et plus
plus le temps passait, je me disais, ces 3D, elles sont froides, elles figent le projet, le client ne peut pas se projeter, il y a un côté très raide du projet et qui finalement, je me suis mis moi-même à détester cette 3D, ces rendus qu'on fait, parce qu'on travaille tout en 3D, mais que donc maintenant, aujourd'hui, je présente le projet en dessin. Ça laisse la part au rêve encore au client, il imagine son projet, il le comprend assez facilement parce qu'il y a il y a un dessin assez net de la proposition qu'on lui fait, mais ça crée le désir dans la manière où finalement tout n'est pas figé. La 3D, pour moi, ça fiche trop. Elle est nécessaire, c'est obligatoire parce que pour même moi rentrer dans le volume, je m'aperçois que si une 3D, si ce que je vois est moche, c'est que ça sera moche en fait une fois réalisé. Donc la 3D, elle est nécessaire, mais en revanche, quand on montre le dessin, enfin, je pense que ça laisse la part au rêve et ça crée le désir. En fait, le client, il se projette plus dans son. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je présente que des dessins. Il y a une toute dernière question que va poser une toute jeune diplômée de l'école. Une vraie question. Merci. Merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Et il y a quelque chose que j'ai retenu au début quand vous avez parlé de Mademoiselle Oops, c'est la narration. C'est toute l'histoire, le côté théâtral qu'il y a dans ce projet. Et j'aurais voulu savoir si vous avez eu l'opportunité ou si vous essayez de reprendre ce côté narratif avec tous vos projets. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup développer avec les miens et que j'essaye encore maintenant pour mes projets personnels. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois d'essayer de transmettre ce côté théâtral à travers les projets pour les clients. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous essayez de faire ça, vu que ça vous a beaucoup plu pour Mademoiselle Oops. Alors la narration de Mademoiselle Oops, elle existe en vérité, puisque j'ai écrit le texte de cette histoire de cette femme. Mais elle existe aussi dans tous mes projets, parce que je me raconte à moi une histoire, je vois le projet, je vois le client, et donc je me raconte l'histoire de ce que je vais pouvoir... et même quand je présente au client, il faut que je structure ma pensée pour lui dire, je vais faire ça, 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 donc je raconte une histoire, et effectivement, la narration, elle me permet de construire le projet. Et chaque projet... Alors là, Mademoiselle Oops, elle existe réellement, et dans chaque projet, elle existe soit dans ma tête, ou soit j'ai écrit une trame qui raconte l'histoire du lieu ou comment est le client, et je pense que ça permet de structurer en fait sa vision du projet et de le construire. Voilà, je crois qu'il ne faut pas abuser de la disponibilité, de la générosité, gentillesse. On va clore. Merci à vous trois pour ces très beaux échanges et évidemment un merci tout particulier à notre invité Pierre Yanafovic. Merci. Bonsoir.